Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de Palantir, bien sûr, qui a publié un manifeste. Le monde hurle au fascisme, mais personne ne pose la vraie question. Pourquoi un philosophe qui a écrit une thèse sur le fascisme applique-t-il exactement ce qu'il a étudié ? La France convoque Elon Musk, il ne vient pas. Washington refuse de coopérer. Pavel Durov s'emporte et tweet depuis Dubaï. 2 milliardaires de traitement, cherchez l'erreur. Et pendant que la France donne des leçons de cybersécurité au monde entier, la NTS se fait pirater. Encore 11 millions de Français. Vos passeports, vos cartes d'identité, vos adresses, tout ça en vente visiblement sur le dark web. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct de San Francisco. L'émission commence maintenant. À mes côtés pour cette émission, Damien Douani. Salut Carlos. Salut, ça va ? Très très bien. Valorant Moulet-Berthaud en direct du siège du Crayon et Jérémy Michel en direct de Center Park. Moi j'aurais dit l'Aqua Boulevard, personnellement. Voilà, surnommé l'Aqua Boulevard, on New York. sait pas. Ouais. Bon, merci les gars. Une émission riche et on va parler de plein de choses. Je voulais juste souligner le nouveau média que tu viens de lancer, Valorant, qui s'appelle Les Financiers. Où tu as ton interview qui a été publiée hier. Donc exact. Donc Voilà. j'encourage les gens qui ont envie d'écouter, qui en ont envie d'encore plus de Carlos, d'aller écouter l'interview. Elle est absolument passionnante. On a essayé de l'axer sur la finance dans les nouvelles technologies. Les financiers, en quelques mots, en gros, on a voulu s'intéresser à comment on peut réussir à comprendre le monde en suivant les flux financiers et les flux économiques, avec en gros une grande idée qui est que l'économie provoque des mouvements qui vont créer des bascules politiques ou géopolitiques, et que ces bascules politiques ou géopolitiques, on peut les analyser en prenant la finance comme thermomètre. Voilà, en tout cas, le média démarre très très bien, et Silicon Carnet nous a beaucoup inspiré, c'est important de le dire. En parlant de technologie, notre partenaire Eleven Labs, j'ai fait un truc super intéressant. J'ai un agent maintenant qui est mon double numérique avec Eleven Labs, et ce que je fais, c'est que je l'entraîne à chaque émission avec les notes de l'émission et le transcript. Du coup, vous pouvez aller, ils m'ont fait une page super sympa, elevenlabs.io/Carlos, et vous pouvez aller discuter avec mon double numérique de l'émission, donc de cette émission-là, et donc vous avez toutes les notes, vous pouvez poser les questions, à quel moment ils ont parlé de Pavel Durov, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. Et c'est Carlos qui vous répond avec ma voix. Je me marque, en fait, c'est assez drôle. Est-ce que du coup tu te parles à toi-même ? Ouais, je me parle à moi-même, exactement, c'est une mise en abîme totale. Wow. Allez, on commence l'émission. Go yourself. Donc le 18 avril, Palantir a publié sur X un manifeste en 22 points qui a mis le feu aux poudres. On parle de divagation. Al Jazeera titre sur le technofascisme. En France aussi, tout le monde est monté au créneau, tout le monde est monté sur ses grands chevaux. J'ai vu plein de posts sur LinkedIn qui pour dénoncer ce manifeste, il faut dire qu'il n'est pas piqué des verres. En Angleterre, des députés, du coup, exigent de rompre les contrats avec Palantir. On pourrait se poser la question si en France, ça va être le cas aussi, puisque Palantir aussi travaille pour le gouvernement français. Mais ce que j'avais envie, avant de rentrer dans le manifeste, on va l'analyser. Je sais qu'il y a certains articles qui, vous aussi, vous ont fait tomber de votre chaise. Et on va regarder certains trucs ensemble. J'avais envie aussi qu'on revienne un peu sur le personnage Alex Karp, parce que, bien évidemment, en France, il y a des personnages comme ça, comme Peter Thiel, Alex Karp ou Elon Musk, où dès qu'on prononce leur nom, tout de suite, il y a une sorte de réflexe pavlovien et on arrête d'écouter. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur ce personnage-là avec vous. Mais pour en parler et pour regarder qui est finalement Alex Karp, parce que c'est quand même un mec qui est même très décrié ici aux États-Unis. Les réactions aux US et sur X sont assez violentes. Il était beaucoup sorti du bois pendant l'élection de Zoran Mamdani à New York, où il avait fait beaucoup de sorties pour dire en gros la génération surdiplômée qui gagne pas un rond et qui du coup vote socialiste parce que c'est des gros rageux. Je schématise, mais c'était ça en gros sa pensée. Et je pense qu'en fait lui m'a l'air
pas tout à fait stable humainement et intellectuellement. C'est un mec brillant, hein, faut pas se gourer, hein, c'est un gars vraiment vraiment très malin. Mais on le sent très vif. Il y a eu plusieurs conférences où on le voit se lever, faire un peu des galipettes. Enfin, il y a un côté un peu fou du bus en fait chez le gars qui, quand on parle de littéralement la plus grande arme technologie de défense du monde, ça nous fait un peu peur que ça soit un fou du bus à la manette. Ouais, on en a parlé dans une précédente émission, Damien. On a parlé des neurodivergents. Il est dans cette catégorie-là. C'est un mec qui clairement, certainement il est TDAH, certainement, un peu Asperger Clairement. également. Et il ne ressemble pas, mais il y en a plein ici dans la Silicon Valley. D'ailleurs, quand je citais Thiel, Musk, Karp et puis plein d'autres, Sam Altman ou Zuckerberg, sont des gens qui effectivement ne ressemblent pas à la norme. Et donc, il y a pas que ça, hein. Mais forcément, c'est des gens qui sont un peu hors normes. Non, Damien? Des gens hors normes qui, justement, tu dis Valéran fou du bus, mais justement, parce qu'ils ne sont pas dans les normes. Donc toi, tu le vois, ou moi, on pourrait le voir comme un fou du bus, alors que eux, ils ont leur cohérence interne déjà, et qui est très cohérente. Ouais. Et puis, comme ils sont en dehors des normes, logiquement, t'as l'impression que c'est un taré. Au contraire, ce sont des gens qui sont extrêmement cortiqués et extrêmement structurés. Et quand on lit d'ailleurs le manifeste en 22 points, il est très bien structuré, hein. Il faut quand même se rappeler que le gars, il a quand même fait une thèse sous la direction de Habermas. C'est pas n'importe qui Habermas quand même, hein. Si vous allez regarder sur Wikipédia, il était en Allemagne pour ça, une thèse sur le fascisme. Tu le disais tout à l'heure, Carlos. Et d'ailleurs, c'est c'est sa l'école peur. de Francfort, effectivement. Il était dans l'école de Francfort, et j'ai lu d'ailleurs pas mal de trucs sur lui. Apparemment, de ceux qui le connaissent, qui l'ont côtoyé à cette époque-là d'ailleurs, le fascisme était sa peur primale. C'est vraiment d'ailleurs c'est pour ça qu'il a fait d'ailleurs son sujet de thèse là-dessus, c'est cette question de comment est arrivé le fascisme. Donc il en comprend parfaitement bien les mécaniques. Alex Karp est d'origine juive, hein, n'oublions pas. Exactement, aussi, tout à fait. Immigré aux États-Unis et effectivement, il ne parlait pas allemand. Il s'est intéressé à la philosophie. Il est parti en Allemagne. Il a appris l'allemand et il a étudié effectivement comment est-ce que le fascisme apparaît dans les sociétés modernes et quels sont les moteurs du fascisme. Et effectivement, il était omnibulé par cette question-là. Oui, exact. Donc il y a pas de hasard on va dire dans la suite des choses. Après ce qui peut être un peu fascinant, on y reviendra peut-être après, c'est le fait qu'aujourd'hui on a l'impression quand on lit le manifeste de Palantir que justement il y a cette dimension de se dire un peu une dimension de pharmacon. Comme disent les Grecs, hein. En gros, c'est à la fois, on vous dépeint, on va dire le remède et le poison. Et on dépeint un poison, ou on dépeint une société qui va dans le mur et qui s'empoisonne. Et nous, on apporte une solution, on est le remède. Et ce truc-là, en fait, d'ailleurs, finalement, c'est un peu l'avers et le revers quelque part. On pourrait dire dans une certaine forme de fascisme, c'est-à-dire en gros à bien connaître ça et finalement à proposer quelque chose qui résout un problème éventuel. Est-ce que finalement, c'était pas ça qu'on appelle le fascisme? C'est une question philosophique qu'on va certainement pas débattre là. Ça aborde le point notamment de la contradiction qui peut paraître en effet évidente entre l'obsession quand il était jeune de Karp sur le fascisme et ce qu'il propose aujourd'hui. Au contraire, je pense qu'il y a une cohérence absolue entre à la fois le personnage, ce qu'il est, clairement neurodivergent, ça c'est sûr, mais la différence c'est que des neurodivergents, il y en a toujours eu. On appelait ça des génies, et puis il se cachait, il mettait une cravate. C'est juste que lui, il est mal coiffé, et qu'en effet, il fait des galipettes. Mais globalement, ces mecs-là ont toujours existé, ont toujours eu des positions, assez en vue dans la société. C'est juste qu'aujourd'hui, ça se voit, et qu'on a mis un mot dessus, quoi, parce que c'est des schémas mentaux. Il y en a qui l'assument. Et lui, il en effet l'assume, Sam Altman, Elon Musk, etc. Zuckerberg très probablement, Carlos Diaz évidemment. Donc voilà. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a chez qui ça se voit moins. Maintenant sur la question du fascisme, et puis après, moi je pense qu'il faudrait qu'on parle vraiment de ce qui est écrit, parce que bon, il faut aussi aller à la lettre du texte. C'est vrai que tout le monde dit non mais sur le personnage, hein, restons un peu sur le personnage. On va revenir sur ce qui est écrit, justement. mais je voudrais que tu Ben justement, je voulais parler de ça. Et ensuite, on pourra en effet parler du manifeste. Mais je crois qu'au contraire, il est toujours dans son obsession de la lutte contre le fascisme. C'est juste qu'il estime qu'il est, on va dire, du côté des bons gars. Il est du bon côté quelque part de l'histoire. Et quelque part, ce qu'il fait tous les jours, c'est une manière de lutter contre le fascisme. C'est-à-dire que pour lui, on ne lutte pas contre le fascisme en étant passif, mais en étant offensif. Et en fait, c'est ça sa vision de la société. Maintenant, est-ce que ça va aboutir à une nouvelle forme de fascisme ?
Ça, on pourra en débattre. Mais c'est une question ouverte, à mon avis. Bah, il y a deux choses que je trouve quand même très perturbant dans son personnage. Et encore une fois, ça, je ne nie pas, évidemment, son intelligence et ses compétences absolument brillantes. Mais la première chose, c'est que toute personne qui se croit être du bon côté de l'histoire a des dérives fascisantes. Point. On formulera les choses dans le sens qu'on veut. À partir du moment où on pense qu'on détient une vérité supérieure à la personne en face, on est déjà dans un début de commencement de vouloir forcer les autres à faire quelque chose. Ce qui est pour moi un début du fascisme. L'inverse étant de laisser les gens faire très exactement ce qu'ils veulent et penser très exactement ce qu'ils veulent. La deuxième, c'est que c'est intéressant la manière dont il, lui, distingue le fascisme, ou en tout cas une forme de fascisme contre lequel il voudrait lutter, qui serait en fait une forme de soumission un peu souhaitée, on va dire, aux nouvelles technologies de divertissement. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qu'il vise. C'est-à-dire, en gros, lui, il voit la technologie en deux grandes parties. Les technologies qui servent à divertir la masse et les technologies qui servent à protéger le château. Je schématise, mais c'est un peu ça. Et du coup, lui, en gros, il a envie de se distinguer, en tout cas dans son manifeste, comme étant de ceux qui veulent protéger le château et pas de ceux qui veulent divertir la masse. Oui, parce qu'il considère que le fascisme naît à partir du moment où le château n'est plus en capacité à protéger la population, et c'est là que naît le fascisme. Et donc, c'est comme ça qu'il justifie ce qu'il est en train de faire. Le château doit être armé, doit avoir des armes pour lutter contre les menaces et les risques qu'il encourt, parce que sinon, le fascisme émergera. Ouais, mais il y a un truc qui connecte pas, tu vois. Il est contre la société de divertissement. D'ailleurs, le point numéro 2, on y viendra, cible directement l'iPhone, par exemple, en disant, en gros, les applications nous ont réduit notre champ de vision et on passe que par là, quoi. Et à la fois, tu dis, il faut défendre le château, voire même, il faut que le château puisse attaquer. Mais si tu veux, d'aucuns pourraient dire, si tu prends la Rome antique, du pain et des jeux. Donc en gros, du pain et des jeux pour le peuple, et au moins le peuple, il nous fout la paix, ok. Mais là, si tu veux, on pourrait aussi imaginer que lui dise, on défend le château justement en faisant en sorte que si le divertissement n'est pas bien, on élève peut-être la pensée de l'humain, parce que le fascisme vient aussi peut-être du fait que l'humain tombe à un moment dans du populisme ou la croyance du populisme, parce que justement, il n'a peut-être pas la hauteur de vue nécessaire. Ça, c'est nulle part dans sa pensée, et ça me choque et ça me gêne. Je voulais remercier Conto pour leur soutien à Silicon Carnet, je les connais bien maintenant, et si tu t'apprêtes à créer ta boîte en France, ce que je vais te dire dans les prochaines secondes risque de te faire gagner un temps précieux, parce que créer sa boîte, c'est génial, mais c'est aussi tout un tas de démarches administratives, et je sais, tu t'en passerais volontiers. En plus, tu as la réforme 2026 qui arrive, et qui impose la facturation électronique à toutes les entreprises françaises. Justement, c'est là que Conto change la donne, parce qu'ils ont non seulement des experts qui t'accompagnent gratuitement pour créer ton entreprise, mais maintenant tu peux accéder directement à leur compte pro avec la facturation électronique déjà incluse. T'as pas besoin d'un outil supplémentaire, pas de ligne de dépense en plus, c'est la solution tout en un qui va te faire gagner du temps. Tu crées une facture en 1 minute, tu suis son statut en temps réel, et quand le paiement arrive, il est automatiquement rapproché à la facture. Comme ça, la compta est simplifiée. Il y a déjà 600 000 entrepreneurs qui utilisent Conto. C'est une entreprise sur 4 en France. Alors, si tu te lances, tu vas sur conto.com. Ça s'écrit QONTO.com. Et ils ont été super sympas. Ils nous ont filé un code. Le code, c'est Silicon50. Tu peux l'utiliser et tu recevras 50 € sur ton compte pro au moment de la création. Voilà. Allez, retour à ton épisode. Sur l'histoire de Palantir, qui est peut-être aussi mal connue. Je prends un petit moment quand même pour expliquer comment est-ce que cette société Palantir est née. D'abord, ce n'est pas l'idée de Karp, c'est l'idée avant tout de Peter Thiel, qui, après le 11 septembre 2001, face au choc qu'a subi l'Amérique aux attentats du World Trade Center, Peter Thiel pense qu'il a un rôle à jouer et qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il vient de vendre PayPal à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Et il a l'idée d'utiliser un logiciel de détection de fraude de PayPal pour traquer les terroristes. Thiel, c'est un libertarien, et il pose d'ailleurs une condition surprenante dès le départ. C'est dans un article de Forbes. Il dit « La mission, c'est de réduire le terrorisme tout en préservant les libertés civiles. » Alors on va le voir, je suis pas certain qu'il ait réussi dans cette mission. Mais ça, c'était à l'origine. Mais juste une parenthèse, Carlos, là-dessus, juste une mini parenthèse, c'est parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont associé libertarien à technofasciste.
Mais les gens oublient qu'à oui, la bien sûr. base, les libertariens et toute cette bande de libertariens avaient comme thèse fondamentale de défendre la liberté individuelle. Contre le totalitarisme, qu'il Exactement. soit le nazisme, le communisme, des choses Ou comme même ça. d'ailleurs l'État américain en tant que tel. Beaucoup de gens Absolument. ont été marqués par les années McCarthyistes, par exemple, aux États-Unis, qui ont choqué Absolument. beaucoup de monde, notamment les camps hippies. Donc je dis juste en disant parce que beaucoup de gens voient Peter Thiel ou même Elon Musk ou d'autres comme en gros des technofascistes aujourd'hui, et du coup associent le mot libertarien à technofasciste. À la base, libertarien, c'est pas du tout ça. À la base, libertarien, c'est vraiment le Far West, c'est l'absence de l'État. Et donc, normalement, en gros, la liberté de chacun de faire ce qu'il veut, et du coup, de l'État de ne pas agir sur toi. T'as raison Valérien, et je vais me dire un truc, il y a même une erreur majeure qui se passe en termes linguistiques. Tout le monde parle de technofascisme, il faudrait parler de techno-féodalisme. En gros, le technofascisme, c'est l'idée de dire que la technologie et les États travaillent ensemble pour un contrôle de la population, et tout le reste. Alors que dans la définition que tu viens de donner, qui est juste du libertarisme, où en gros il n'y a pas l'État, c'est le Far West, et en gros c'est l'initiative 100% personnelle absolue, c'est du techno-féodalisme. En clair, la techno, ou les gens en l'occurrence, ou le pouvoir personnel, là la technologie, remplace les États régaliens et toutes les missions qui sont liées aux régaliens pour gérer ça. Et donc en gros, ce n'est que l'État ne n'est qu'une petite portion congrue. Certains pouvoirs, parce que moi j'ai beaucoup de mal. Moi j'ai beaucoup de mal avec cette théorie du techno-féodalisme qui a été popularisée par Yanis Varoufakis. Donc déjà, les gens qui sont ciblés par ce terme ne se reconnaissent pas dedans. Tu peux dire en effet à Karp ou Thiel que ce sont des libertariens, ils te diront oui bien sûr. Maintenant, si tu leur dis que ce sont des techno-féodaux, ils te diront non, absolument va te pas. faire foutre. Donc c'est Ouais. donc déjà c'est important. Pourquoi ils diraient Parce que tu as déjà vu Peter Thiel dire oui je suis un techno-féodal, un nouveau seigneur. Non, justement, il faut revenir Après, à ce que Trump c'est dit que pas le que c'est un techno. populiste. Après, si Voilà. tu as Non, beaucoup en fait, de populistes qui assument d'être des populistes, mais il faut, si je peux revenir, pardonnez-moi 2 petites minutes sur cette notion du techno-féodalisme, parce qu'en fait c'est pas un terme scientifique, hein, je suis désolé. C'est une vision de la société qui s'inscrit dans une analyse marxienne de la technologie. Damien, t'es un marxiste. Qu'est-ce que tu veux que je Bien sûr. Mais ça, tu le savais, Alors, j'ai pas marxiste. Je sais C'est pas pour si ça t'es que t'es là. marxiste, mais Ouais. tu es peut-être marxien et t'as tout à fait le droit. Il y a des outils d'analyse très intelligents de Marx sur l'histoire. Là. Je vous conseille la l'économie société, marxiste etc. et la baisse tendancielle du taux de profit, elle est très intéressante. Pardon, excuse-moi, Jérémy. Super. Écoute, j'espère que t'es pour la collectivisation des moyens de production aussi et que tu seras prêt, à collectiviser tes actifs divers et variés. Mais pour revenir sur ce techno-féodalisme, l'idée c'est de dire quoi? C'est qu'en fait on a régressé. Parce que dans l'idéologie marxiste, en fait, on passe, on va dire, du féodalisme au capitalisme, et après le capitalisme, on doit aboutir au communisme et à la société sans classe. Et donc en fait, les penseurs de gauche te disent ah merde, avec la technologie, on est en train de sortir du capitalisme qui est censé aboutir lui-même à sa fin. Parce que c'est sous le poids de ses propres contradictions que le système capitaliste doit s'effondrer. Et mais manque de peau, on a un nouveau système qui par la tech s'installe, et on revient en arrière par rapport au sens normal de l'histoire, au sens marxiste de l'histoire. Et en fait, c'est ça le techno-féodalisme. Maintenant, est-ce que ça s'applique aujourd'hui à Karp? Moi, je suis plutôt pour un autre terme que j'appellerais le techno-impérialisme. Et on pourra en débattre, mais à mon avis, la vision, là, les 22 points. Il y en a dans le Karp, manifeste, hein. Il y en a dans le manifeste. il y en a beaucoup. On est beaucoup plus sur de l'impérialisme traditionnel, j'ai envie de te dire, américain, que sur du techno-féodalisme ou technofascisme ou tout ce que vous voulez. Parce que, attention, quand on dit technofascisme, il faut pas oublier que les premiers clients de Palantir, ce sont les pays occidentaux qu'on appelle les fameuses grandes démocraties, d'accord? C'est pas, ce sont pas les dictatures. Exactement, ils ne vendent pas aux dictatures, ils vendent aux sociétés occidentales. Enfin, je veux dire, la Chine n'a pas besoin d'utiliser Palantir. Hein, tu vois. Ce que tu disais, Carlos, ça c'est un point initial d'ailleurs mis en avant par Thiel dans ce que tu disais, qui est la défense de l'Ouest. Ouais. Donc les occidentaux, de l'empire américain. Oui, pas de l'Ouest. Ouais, on peut dire. T'as raison. Oui, mais rappelle-toi, les Américains, pour eux, c'est le centre du monde, si tu veux. Donc voilà, donc l'Ouest, c'est eux, quoi. Point barre. À l'Ouest, rien de nouveau, quoi. Mais ce que je veux te dire, non, pour revenir sur l'empire américain et ses alliés, on va dire, qu'en fait, quoi. Ouais, voilà, ouais, enfin, ses alliés, on va rigoler, quoi.
Non, mais juste en 2 mots, t'as raison, Jérémy. Juste pour dire l'histoire du capitalisme qui s'effondre lui-même, hein, c'est vraiment la théorie de la baisse tendancielle du taux profit. Lisez-la pour ceux qui nous écoutes, allez la regarder, c'est hyper intéressant comme théorie économique. Bien vous sûr. y croyez, vous Ça y fait croyez pas, rêver. c'est pas la question. C'est clair que Ce que ça je veux fait juste rêver, pointer comme du dit doigt, comme ça. c'est le fait que le mot fascisme est fasciste et aujourd'hui utilisé de plein de raisons. Et à commencer ce que tu disais, Valérand, t'es pas d'accord avec moi, fasciste? Putain, tu l'entends tout le temps. Et je voulais juste, et je trouve ça très bien, Jérémy, que tu aies introduit cette notion-là de techno-impérialisme. Je voulais juste dire qu'il faut être peut-être un peu précis, ou il faut aller chercher un peu titiller les mots pour essayer de comprendre vraiment ce qu'il y a sous le vernis. Oui, et il faut arrêter d'utiliser le mot fasciste parce que, en fait, quand on utilise le mot fascisme, et qui est un sujet que visiblement Karp connaît bien pour l'avoir énormément étudié, on peut pas lui reprocher de ne pas savoir de quoi il parle, mais effectivement on disqualifie. Et moi, ce que je voulais, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de pas disqualifier, parce que si on dit bah voilà c'est fasciste, on peut plus parler quoi en fait quoi. On fout ça à la poubelle et c'est terminé. Alors que je pense qu'il y a des trucs effectivement qui sont intéressants à évoquer. On rentre dans le manifeste. Ce manifeste, il a été publié le 18 avril. Il résume un livre de Karp qui n'est pas nouveau. Hein, on fait comme si on découvrait ce machin-là, The Technological Republic. Je sais pas, il doit être derrière là. Ça date d'il y a 1 an. Ça, je l'ai lu il y a 1 an, ce truc. C'est pas un truc qui est nouveau. Et là, c'est un manifeste en plusieurs points. Je vous propose de regarder certains de ces points parce que il y a certains points où on pourrait dire Karp a raison quoi sur certains points, et puis il y en a d'autres qui sont effectivement beaucoup plus problématiques. Alors commençons par le point 1. Il affirme que les ingénieurs en logiciel, donc là il s'adresse directement à la Silicon Valley et ses entrepreneurs, ont une dette morale envers l'Amérique et qu'ils doivent rembourser cette dette. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est le cas? En gros, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que la Silicon Valley a bâti des fortunes colossales et grâce aux infrastructures américaines. C'est vrai que toute cette technologie qu'on a là, elle a été financée par de la recherche militaire, la DARPA, etc. Et que on est arrivé à une sorte de point de bascule aujourd'hui et que il est temps de redonner à la nation et d'entamer une collaboration plus étroite avec Washington, et qu'il y a une dette qui existe et que la Silicon Valley doit payer cette dette au pays. Ce qui est une pensée de gauche. Ce qui est ouf, c'est une pensée de gauche, en fait. Ça s'oppose au mérite individuel de l'entrepreneur seul génie au milieu de la lumière, en fait. Qui montre qu'en fait, tous les entrepreneurs dépendent de l'État pour ça. On avait fait un débat sur le crayon entre Thomas Porcher, un économiste, et un trader dont j'ai plus le nom et il m'excusera s'il passe par là. Et justement, ce débat-là, c'était sur la méritocratie. Et le trader disait, moi, mine de rien, je suis venu d'en bas, je me suis fait tout seul. Et lui, il disait, oui, mais en fait, c'est pas toi qui as créé Internet, c'est l'État. C'est pas toi qui as créé les ponts et les routes, c'est l'État. Et donc, en fait, il disait, quoi qu'il arrive, ton mérite n'est jamais toujours résumé qu'à la capacité qu'a eu l'État de te créer les méga infrastructures. Moi, déjà, je suis pas d'accord du tout avec ce point-là, parce qu'en fait, il oublie plein de trucs. Petit 1, dans la Californie est devenue riche grâce au train. C'est les infrastructures de train qui, par le fait du business des pommes, c'est pas une blague, et différents éléments, ont créé les infras, et donc quelque part qui ont permis après de développer tout le reste. Alors oui, l'État a fait les universités, etc. Mais de base, c'est un entrepreneur qui a monté ses business, on va dire, c'est le principe des rails, on va dire, pour créer et innerver, si tu veux, le principe de transporter, faire du business en transportant des marchandises d'un point A à un point B. Donc déjà, de base, l'État, il a rien à foutre là. Mais cependant, après, bien sûr, il y a d'autres trucs. Oui, là, en revanche, je suis assez d'accord sur l'aspect l'État qui a innervé sur la technologie, Damien, l'État, il était omniprésent. J'y viens. La DARPA, très clairement, Internet, c'est l'État. Pas de problème avec ça. On retrouve ça aussi en Israël, notamment, ou dans d'autres pays. Il y a une intrication très forte entre l'État et les développements technologiques et les sorties derrière. Ça, c'est pas un secret non plus. Là, je suis d'accord. Là-dessus, oui. Mais je veux dire, tu vois, de base, l'État, machin. Non, il faut regarder un peu plus dans le détail. Après, un autre élément, Valérand, tu dis que c'est une pensée de gauche. Moi, je pense que c'est une pensée de droite, au contraire. Et une pensée même limite christianique. C'est ça qui est formidable. Parce c'est que tout le monde y voit dans un truc là-dedans. Ah non, c'est de gauche. Ah non, c'est de droite. Non, je reviens à ton point. On dirait les commentaires que je reçois sur YouTube. Ah, tu es vraiment une gauchiasse de merde. Et le commentaire d'en dessous. Putain, Carlos, t'es un vrai facho. Un fasciste de merde. Donc c'est voilà, pareil. au moins c'est macroniste la balle en au fait. centre.
Non, juste pour finir, Valérand, tu disais que le conseil partiel de gauche. Pour moi, c'est au contraire une vision très, on parlait très religieuse, très christique. C'est-à-dire, en gros, le côté, j'ai gagné, j'ai amassé, give back. Je donne à la communauté. Je rends ce que la communauté m'a donné. C'est de la charité, par le fait quoi, que j'ai en réussi à grandir. Et ça, c'est une vision qui, pour moi, est plutôt à droite. Plutôt conservatrice. Complètement. Ouais. Alors, pour moi, c'est ni de droite ni de gauche. Il y a plusieurs points. On va pas s'en C'est sortir. juste con. Bah voilà, c'est pour ça qu'on est plusieurs. C'est pas pour être d'accord, les gars. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment c'est ni de droite ni de gauche. D'autant plus qu'en fait, être de gauche, ça dépend des époques. D'accord. Les révolutionnaires, c'était soi-disant de gauche. Tu prends le programme de la Révolution française, tu l'appliques aujourd'hui, on va te dire que c'est du libertarianisme et que c'est d'extrême droite. Donc en fait, le problème, c'est que gauche-droite, on sait jamais, quoi, et que Ça dépend de l'époque. ça dépend clairement de l'époque. Donc vous avez probablement tous les deux raison en fonction de l'époque où on se place. Mais à mon sens, c'est absolument ni de droite ni de gauche. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est le premier point sur les 22, c'est que quand tu fais une liste, forcément, les points les plus importants et structurants, tu les mets au début. C'est comme le premier amendement américain avec sur la liberté d'expression et le second amendement qui vient défendre le premier amendement parce que vu que tu as des armes, eh ben tu peux t'exprimer librement, quoi. Donc il y a cette logique-là et aux États-Unis ils la connaissent très très bien. Et du coup, la question c'est pourquoi parle-t-il de dette morale de la Silicon Valley par rapport à l'Amérique en tout début finalement de son manifeste. Et à mon sens, le sens il est clair et il est posé. L'Amérique dont il parle, c'est pas juste l'État américain et l'État fédéral, c'est l'Amérique impériale. Moi, j'ai rien contre l'Amérique impériale, d'accord. C'est juste que c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. C'est notamment le dollar qui permet d'avoir une finance aussi prolifique et qui permet de financer justement toutes ces boîtes dans la Silicon Valley. C'est aussi le rayonnement américain qui permet d'attirer les meilleurs ingénieurs du monde entier dans la Silicon Valley justement pour faire les meilleures boîtes. Donc en effet, là, je suis désolé. Et la technologie, ça fait partie de l'impérialisme. La technologie. Et Karp, là-dessus, a raison sur le constat. Oui, la Silicon Valley n'existerait pas. Alors, elle participe du rayonnement américain, mais elle s'appuie sur cette structure-là, justement, pour performer. Mais la question, c'est pourquoi dit-il ça? Et à mon sens, c'est justement parce que ce manifeste se veut particulièrement patriotique. Et donc ni de droite ni de gauche. C'est-à-dire que vous, dans la Silicon Valley, vous avez un devoir moral vis-à-vis de l'Amérique. Vous devez d'être des patriotes. Et ensuite, tout le reste se lie en fait à la lumière de cette première assise qui est, voilà, ma vision du monde, elle est d'abord américaine et elle est d'abord patriote. Et c'est pour ça qu'il y a dette morale. Oui, donc en fait, le patriotisme, il peut être à gauche ou à droite. Staline. Donc en fait, même sur deuxième point sur l'iPhone, en mode ça rend les gens complètement débiles et ça pousse des boîtes. Alors c'est le deuxième point, vas-y. Ouais. Du coup, sur le deuxième point, c'est en gros l'iPhone, ça rend les gens débiles et ça. Il faut nous rebeller aussi contre la tyrannie des applications. L'iPhone est-il vraiment notre plus grande réalisation créative, sinon notre accomplissement suprême en tant que civilisation? Point d'interrogation. L'objet a changé nos vies, mais il pourrait aussi désormais limiter et contraindre notre sens du possible. Et en fait, là-dessus, c'est vrai que si tu le lis à travers le premier point, c'est vous avez créé vous avez créé l'objet le plus valuable de l'histoire de l'humanité. Est-ce que à la fin, ça se résume par faire des gros Angry Birds ou des TikTok sur votre téléphone? Et je pense qu'en fait, il y a un peu de ça derrière. C'est-à-dire, en gros, il charge les patrons de la Silicon Valley des plus grosses boîtes du monde en disant, en fait, vous avez l'argent, le pouvoir et les compétences. Est-ce que finalement, l'objectif final, c'est de vendre, c'est de prendre 30% sur les applications Angry Birds. En fait, je pense qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire. Ouais, et c'est aussi clairement dirigé à l'épisode, on en a parlé dans Silicon Carnet, de Dario Amodei et avec son schisme et le Pentagone, c'est de dire non mais Dario, ferme ta gueule, quoi. En fait, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que tu es qui toi pour dire que tu ne dois pas collaborer avec le Pentagone et protéger l'Amérique, c'est un petit peu ça. Mais c'est justement ça que je parlais de. C'est justement là-dessus que je parlais de promet de la classe, c'est-à-dire qu'en fait là-dessus, ce qui me gêne beaucoup là-dedans, c'est que est-ce qu'il dirait ça si jamais c'était Biden ou Kamala Harris? Tu vois, il y a un peu un truc gênant là-dedans qui est que, en gros, non, mais je pense qu'il le croit vraiment. Peut-être qu'il le dirait pas.
mais ou peut-être comme ça, mais effectivement le fait qu'on soit dans l'Amérique de Trump permet peut-être certainement qu'il puisse l'exprimer. Ça veut pas dire qu'il ne le penserait pas si c'était Kamala Harris ou Biden. Juste une chose sur ce que tu dis sur le point 2, Valéran. Ouais, moi je le résumerais par un truc du style on est allé sur la Lune et aujourd'hui on optimise les trajets Uber Eats, quoi. Donc en gros repensons comment aller sur la Lune, quoi. Ouais. Il y a un truc qui me gêne très en profondeur dans son truc de premier de la classe, c'est les États-Unis se sont construits contre l'État. Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment lui-même ne le voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, il veut être plus américain que l'américain, alors que l'américain de base, il est juste en mode l'État qu'il aille se faire foutre. Donc c'est là où je trouve que il y a un truc. Et la Silicon Valley contre Washington, c'est la distance avec Washington et le fait qu'on a foutu la paix à ces gens-là et qu'ils ont construit dans leur coin sans qu'on s'en occupe véritablement, qui a permis aussi l'émergence de la Silicon Valley qu'on connaît aujourd'hui. Justement, Valéran, la question de fond que tu poses, est-ce que c'est premier de la classe ou est-ce que c'est de l'hypocrisie et de l'opportunisme business? Alors là, aux je pense États-Unis, que c'est toujours les deux, tu touches du doigt le sujet fondamental derrière ce manifeste, Damien. Là, je te suis totalement. Je suis désolé, Carlos, mais du coup, je vais faire les choses dans le désordre. Moi, je vais te dire les 3 points qui m'ont le plus choqué, puisque Damien met le doigt dessus. Donc allons directement, en tout cas moi, à ma conclusion. Il y a vraiment 3 points moi qui m'ont choqué. C'est le premier, donc c'est le 12e. On va pas point. passer les 22 parce que sinon on ferait une émission de 4 heures. Donc allons-y. C'est ça. Vas-y. C'est ça, tu vois. C'est The Atomic Age is Ending. Pardon, j'ai la version anglaise. C'est quel point? C'est le 12. C'est la le fin. 12. Voilà, c'est la fin de l'âge atomique. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est l'arme atomique en tant qu'arme de destruction, de dissuasion massive. Finalement, on va passer à une autre ère où l'IA va quelque part remplacer l'arme atomique. Ça, c'est le premier point qui, moi, m'a choqué. Après, je vous dirai pourquoi. Le deuxième point qui m'a choqué, c'est le point 14. En gros, ce qu'il dit, c'est que le pouvoir américain impérial a permis une paix, une paix extraordinairement longue dans l'histoire de l'humanité par rapport à ce qui a été avant. Je trouve ça complètement délirant quand on sait que c'est la seule nation qui a utilisé 2 fois la bombe atomique sur des civils et quand on connaît leur histoire en termes d'intervention militaire. Après, bon, c'est la nation qui n'a jamais été en paix, c'est-à-dire qui a toujours été en guerre quelque part. Ouais, exact. Voilà. Donc voilà, tu vois, moi les Libyens, je sais pas ce qu'ils pensent de la paix américaine. Ensuite, il y a le 3e point qui, à mon avis, a choqué beaucoup de gens et c'est ce qui a fait sauter tout le monde en se disant oh là là, c'est du technofascisme. C'est quand il a dit que le fait de neutraliser l'Allemagne et le Japon après la Seconde Guerre mondiale, on les a un peu trop neutralisés. Et ces 3 points, d'un côté, ils me choquent, et de l'autre côté, ils s'expliquent très bien par l'idée que tu as introduit, Damien, c'est que fondamentalement, il y a une vision de la société que Karp essaye de donner dans ce manifeste, mais il y a aussi la question des débouchés économiques, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en France, c'est qu'en France, on fait le distinguo entre les intellectuels et les hommes d'affaires. Voilà. En gros, un intellectuel, il se doit d'être pauvre. C'est Éric Sadin, hein, voilà. Il écrit de beaux livres, mais il monte pas d'entreprise et puis il aime pas trop la tech. Et puis les businessmen, il faut qu'ils soient focus sur l'argent. Riche et con. Et riche et con à la limite. Alors que Karp, c'est Mathieu Pigasse. Si tu les écoutes. Je te laisse propriétaire de tes propos. J'ai pas envie de me faire attaquer par les multiples médias que possède Mathieu Pigasse. Voilà. Hein, donc, non, mais je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il est. Mais c'est pas en train de dire que c'est ce qu'il est, mais c'est ce que c'est ce qu'on reconnaît, quoi, en fait. C'est ce qu'on reconnaît. Non, parce que paradoxalement, Pigasse c'est justement un peu un télo. Alors, justement, il est un peu un télo, tu as raison. Et pour le coup, Pigasse, on peut faire le parallèle avec Karp. Je sais pas si ça lui fera plaisir, mais en tout état de cause. Il y a une logique qui est de dire quoi ? Qui est de dire, l'IA, c'est la nouvelle arme atomique, donc achetez mes produits. 2, l'Allemagne et le Japon, vous dépensez pas assez dans vos dépenses militaires parce que... donc achetez mes produits. Donc achetez mes produits. Donc achetez mes produits. Et 3, le pouvoir américain a permis une paix énorme, se dire qu'on a encore besoin de l'OTAN et des interventions américaines parce que sinon on aura la guerre. Donc achetez mes produits. Et ça tombe bien, ils ont mes produits. Voilà. Et ils ont mes produits, donc ça tombe bien. Et ils ont mes produits et son circuit de distribution, parce que parlons de circuit de distribution, le circuit de distribution de Palantir, c'est l'OTAN. Voilà, c'est tout. Donc il y a d'un côté une vision du monde et il y a de l'autre côté un monde où finalement ce que Karp dit quelque part, c'est moi en tant que gars de la tech, méprisé
par les mecs les entreprises qui fabriquent des armes, les entreprises qui fabriquent des tanks, etc. Et ben nous, les gars de la tech, on reprend quelque part une forme de virilité, et nous aussi on fait partie du complexe militaro-industriel américain, et on entend prendre totalement notre place, notre influence dans ce complexe militaro-industriel, promouvoir une vision du monde, vendre, faire un maximum de pognon comme vous le faites depuis longtemps. Et il le dit de manière un peu comme un premier de la classe, il est vrai. Mais voilà, je crois qu'il y a beaucoup de ça. C'est à la fois une vision du monde où il croit ce qu'il dit, à mon avis, et en effet, un monde où son business va très bien performer. Et la reconnaissance aussi du fait que l'arme nucléaire s'est dépassée, c'est aussi une façon de dire que de toute façon, l'arme nucléaire, personne ne va l'utiliser. Alors que moi, mes technologies, elles sont utilisables. Elles sont aussi fortes que l'arme nucléaire, c'est ça ce qu'il est en train de nous dire. Elles ont une capacité de dissuasion et aussi offensive ou défensive aussi forte que l'arme nucléaire. Et en plus, vous pourrez l'utiliser. Vous allez pouvoir appuyer sur le bouton, ce qui est absolument génial. Alors que l'arme nucléaire, on sait très bien que c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Non, mais là-dessus, et on arrive là dans les points qui ont vraiment fait débat et partout, et tu prenais l'exemple des articles d'Al Jazeera, c'est aussi la question de la hiérarchisation des cultures qui est tellement américain comme pensée. C'est tellement américain comme pensée en plus. Ouais, alors venons là-dessus. Ouais, parce que ça c'est le point 21. Je vais le citer et je vais vous laisser réagir là-dessus parce que c'est celui effectivement qui a fait bondir tout le monde. Et c'est intéressant parce que comme Jérémy dit, il arrive à la fin, quoi, ce point-là. Il y a 22 points et c'est le 21e. Donc on a vu ce ils ont essayé d'installer comme idéologie, comme système de pensée. Et puis regardons par quoi ça termine. Alors ce point-là, c'est certaines cultures ont produit des avancées vitales, d'autres restent dysfonctionnelles et régressives. Alors là, effectivement, on est clairement dans la hiérarchisation des cultures. T'as envie de lui demander lesquelles Mais non, mais parce qu'en fait, parce qu'en fait, c'est justement là où on en revient à ce que disait Jérémy. La hiérarchisation des cultures, ça veut dire quoi dans ces termes? Ça veut dire il y a des pays qui seront mes clients et d'autres qui ne le seront pas. Absolument. On en revient à ça. C'est vrai, tout à fait, t'as raison. C'est clair. Si vous êtes mes clients, c'est que vous n'êtes pas régressifs, les gars. Attendez, Exactement. En vrai, je suis d'accord que si tu vois tout de l'angle d'une espèce de manifesto commercial, tout s'explique, mais en même temps, faut reconnaître que ça, il n'y a rien d'autre, hein. Il le pense véritablement. Il y a un fond idéologique. Je pense qu'il pense ce qu'il dit, mais l'objectif, c'est un objectif commercial. C'est un objectif business. La conséquence sera idéologique, mais l'objectif, il est drivé uniquement, effectivement, par le business. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est. Mais je vais même te dire, c'est certainement c'est une forme de marketing. Qui est assez extraordinaire, je trouve. Tu as le marketing de la peur avec Anthropic et Claude, et puis là, tu as un marketing, comment on pourrait appeler ça? De la guerre. Civilisationnel. De la guerre. Ouais, de guerre. Mais je veux dire, oui, mais c'est vrai, mais c'est drapé d'un côté civilisationnel, voilà, c'est drapé d'un côté visionnaire, civilisationnaire et défense, tu vois, de quelque chose, d'une mission quelque part. Donc, et ça, effectivement, croisé avec autre chose, tu le disais, Carlos, moi, je pense qu'il croit ce qu'il dit. Et c'est d'ailleurs ce qui peut-être les distingue d'autres acteurs du marché, et voire même des États, qui est de dire, nous, on n'est pas hypocrites, hein. On vous dit ce qu'on fait ce qu'on dit, voilà ce qu'on pense, et notre produit fait ça. Ouais. Voilà. Et ça, c'est très nouveau. Et en fait, c'est que un peu comme Trump, c'est-à-dire que là, on se débarrasse de toute hypocrisie et on explique très clairement et de façon brutale quel est notre système de pensée. Et bien évidemment, ceux qui vivent dans la forêt magique et qui vont au travail à dos d'escargot, c'est-à-dire à vélo, et qui bouffent des champignons, ça les choque. Mais il y a une énorme naïveté, c'est-à-dire que cette idéologie, elle est là exprimée clairement, mais elle existait déjà. Enfin bon, je veux dire, il y a rien de neuf sous le soleil, quoi. En fait, t'as les gens qui là sont en train de se dire, oh là, les Américains sont impérialistes. Putain, bravo, quoi. La poule qui a découvert, qui a trouvé le couteau, quoi. Oui, mais le point vraiment gênant, il arrive sur le dernier, sur le point 22, qui est en fait le rejet du pluralisme. Et
moi qui ai construit littéralement ma boîte sur cette philosophie, je pourrais moi-même que je fasse mon contre-manifeste civilisationnel du coup, mais pour moi je mettrais comme principe 1 le pluralisme comme méthodologie de l'intelligence. Et moi ça Il me parle d'un frustre. pluralisme vide et creux. Oui, mais sauf que c'est facile pour lui de dire vide et creux. Qu'est-ce qui est Bien vide et sûr, creux bien en fait? C'est en fait ce qui est vide et creux pour lui, c'est l'électorat de Mamdani et ça il l'a rendu très clair. C'est-à-dire en gros une élite intellectuelle fauchée qui se venge de sa propre échec de carrière en votant des choses qui sont plus socialistes que ce qu'espère Carpe. Mais la réalité c'est que on peut défendre que le socialisme est une pluralité d'idées tout à fait acceptable et tout à fait intéressante. Bien Enfin, sûr. l'idée La pluralité n'existe pas dans le socialisme, Valérand. bah C'est pas non, une mais nous, on peut idéologie, l'accepter. c'est pas une idéologie de la liberté. Hein. Bah peut-être, mais de fait aujourd'hui les socialistes qu'on a en France, qu'ils soient au Parti socialiste ou à la France insoumise, aujourd'hui acceptent les règles du débat. On peut les critiquer autant qu'on veut. La réalité c'est qu'ils se présentent à des élections, ils les perdent, ils l'acceptent et les choses avancent. Ce qui n'est pas le cas de notre bon vieux Donald Trump qui lui pour le coup n'accepte pas le. Il tolère Bah les oui, règles mais- du débat, c'est différent de mais- les accepter. Mais Idéologiquement, Trump non. Donc Ouais, mais tu peux dire la aujourd'hui- même chose. Tu peux dire la même chose de l'extrême droite absolument. et du nazisme. Oui, et on pourrait presque dire la Oui, même mais Je chose. ne faut tolère pas- pas non plus le pluralisme, hein, c'est-à-dire que les extrêmes effectivement, par définition, Et Orban a rendu ne- le pouvoir. ne tolère pas parenthèse, le pluralisme. mais je le pose là, mais Orban a rendu le pouvoir, ce que certains doutaient au moment de ces élections. Mais je termine juste sur cette idée du pluralisme, surtout parce que moi c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Ça me frustre qu'un gars qui est quand même aussi intelligent et bon que ça ne voit pas dans le pluralisme une opportunité d'intelligence. Et c'est ça un truc qui me frustre énormément. D'autant plus que je suis pour le coup pas du tout sûr que énormément de gens qui sont brillants dans la Silicon Valley et qui pourraient être d'accord avec beaucoup de points de son manifeste voient ça d'un bon œil. Je prends un exemple pour illustrer mon propos. Jeff Bezos, il avait mis en place chez Amazon une méthodologie qui venait de l'Empire romain, qui est qu'à chaque nouveau projet qu'il lance, il y a une personne qui est nommée dans la réunion pour démonter l'idée et démonter le projet. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir le plus grand critique du projet en interne et pour être certains de voir des points et des angles morts qu'ils ne pourraient pas voir. Qu'est-ce que c'est ça si ce n'est le pluralisme d'opinion? Et ça, à l'échelle politique, ça devient du coup le pluralisme des idées. Et je trouve là-dedans que ça a quelque chose pour le coup de très fasciste, quoi. J'ai pas d'autre mot pour le coup, mais de très contraignant de la liberté d'expression des autres. Là où alors pour être très clair à titre personnel, moi ce manifeste, je le trouve très lugubre et j'adhère pas du tout, hein, vraiment. Maintenant sur sa définition du pluralisme, là où je te suis pas, Valérand, c'est qu'à mon avis, il vise plutôt le relativisme américain, tu sais. C'est ce truc qui consiste à dire que quelque part tout se vaut et que toutes les idées en même se temps valent. de Macron, le politiquement correct, c'est ça. En fait, c'est ça. Il vise le politiquement correct. Le Lui, ce wokisme. qu'il aimerait, Le lui, ce qu'il- wokisme, oui, c'est ça. Oui. voilà, notamment. Mais lui, ce qu'il aimerait, mais je pense qu'il va même plus loin que les gens qui aiment pas le wokisme, parce qu'aujourd'hui, t'as même des gens de gauche qui aiment pas le wokisme. Mais le vivre ensemble alors? Oui, le vivre ensemble, oui, mais sans les autres. D'accord. Donc, je crois que j'avais mal compris le concept. T'es pas la seule, t'inquiète pas. Et là où il va plus loin, c'est que il s'inscrit dans ce courant des Lumières sombres, qui sont une critique de l'idéologie des Lumières, et notamment de l'égalitarisme. Et en fait, il veut réintroduire de la hiérarchie dans les valeurs occidentales. Et qui dit hiérarchie dit absence de relativisme. C'est-à-dire que lui, ce qu'il critique, c'est le fait que le pluralisme ce soit finalement Mais de tout dire au même que le niveau. mec, bah c'est ça, c'est-à-dire que le mec qui te dit bah moi je mange du caca et j'adore ça, que ce mec-là finalement son idée soit aussi valable que le type qui va dire bah moi je préfère manger dans un restaurant 3 étoiles et je pense que la gastronomie c'est trop bon quoi, tu vois. Et en fait c'est ce pluralisme-là qu'il critique. Maintenant, fondamentalement, la question c'est quelle vision de la société est-ce que ça donne? Et c'est ça le problème, et là tu as raison de le noter Valérand, c'est que d'un point de vue logique et théorique, je pense qu'on peut adhérer à son point numéro 22 a priori, mais quand tu mets en place, parce que tu as toujours l'idée et puis tu as la mise en place de l'idée, parce que c'est bien joli en effet de vouloir hiérarchiser les idées, les cultures, tout ce que tu veux. Ok, bah du coup on fait comment? Et ensuite on prend quels critères? Et puis après, si toi, et qui décide? Et puis si toi, tu appartiens à telle culture, ok, déjà, comment est-ce que je décide si tu appartiens ou pas? Mais surtout, qu'est-ce que je fais de toi? Comment est-ce que je te traite? Est-ce que t'es un être humain Et en fait, c'est là le problème, et pour le coup, je pense qu'il devrait s'en rendre compte au vu de son sujet d'étude de doctorat, c'est que la hiérarchisation opérée de manière un peu brutale et violente, ça aboutit toujours
à un moment donné, où il y a des camps. Et tu l'as dit au début, Valérand, c'est quelque part, dès que tu crois que tu es dans le bien, que ce que tu fais c'est le bien, c'est vrai que c'est le début de la fin, quoi. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu peux tout justifier. Tu peux juste tout justifier, y compris les pires horreurs. Et du coup, juste pour finir là-dessus, à mon avis, ce qui est intéressant de voir et ce dont on va sans doute discuter, c'est la réaction par rapport à ce manifeste, parce que là où je pense que Karp est très intelligent, c'est bien, mais la multi-intelligence, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout le monde a ses talents, et son talent, c'est clairement pas de convaincre. Parce que justement, je crois que son manifeste va agir en réalité comme un repoussoir pour beaucoup de gens, et notamment pour beaucoup de ses potentiels ou déjà clients. Il faudra en reparler, parce qu'on a des concurrents en France, par exemple, de Palantir. Poulantir? Non, non, c'est Chaps Vision. Et d'ailleurs, la DGSI est en train d'écarter petit à petit Palantir, a priori. Mistral est en train de mettre au point une solution. Je parle de Poulantir parce que c'est le mot de oui, il y a Mistral en interne, mais t'as un acteur, met en place une solution. Mais t'as un acteur qui existe déjà. Il y a un grand mouvement global, on pourra en reparler, mais il y a un grand mouvement global de re-souverainisation des solutions technologiques en France et en Europe qui est réel. Mais 2 secondes. En France, en Europe, je sais pas. En France, oui. En Et Espagne, pourquoi? non, je te Alors dis. pourquoi? Je rejoins, je reconnecte avec. D'abord, petit 1, je rebondis sur ce que tu dis, Jérémy, parce qu'il y a un point sur lequel je suis entièrement d'accord avec toi. C'est que le camp du bien. Mais ce camp du bien, c'est les Américains. Les Américains ont toujours été dans le camp du bien. Et ils sont toujours dans le camp du bien. Mais ils sont pas d'accord entre eux. Je prends juste 2 éléments. Je prends 2 éléments. L'idéologie qui a été pourvoyée par Hollywood après la Seconde Guerre mondiale, je vous passe le macartisme, sur le côté, on est le camp du bien, et dans les films, les bons, les gentils, les méchants, un truc très dual, c'est ça. C'est les Américains, c'est toujours les gentils. C'est le camp du bien. Et ce camp du bien, cette phrase-là, elle a été citée lorsque, par exemple, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu l'histoire de la guerre du Golfe, la numéro 2, faut-il aller en Irak pour déloger Saddam Hussein, il y avait quand même cette dimension-là qui était le camp du bien. Et quand la France s'y est opposée, on ne comprenait pas, ou les Américains, en vrai ou en faux, ne comprenaient pas comment on peut s'opposer au camp du bien. Donc cette idéologie-là, en plus, c'est un roman national. Pour les Américains. C'est un vrai roman national. Et donc, quand on prend cet élément-là, cette logique, le camp du bien, on voit bien que c'est les Américains, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, suivez-nous et puis achetez nos produits. Américain. C'est l'État américain, plus que les Américains. C'est l'Amérique, avec un A majuscule et le drapeau qui flotte derrière, tu vois. Voilà, c'est ça le truc. Ça va au-delà de l'État, justement. C'est la pour ça que je dis. société américaine. Oui, mais ça n'est pas tous les Américains. C'est ça que je veux dire. C'est l'Amérique, quand j'ai un A majuscule, c'est la société américaine. Je rejoins ce que tu dis, Jérémy. Deuxième point quand même qui est intéressant, je trouve, et qui pourrait être un vrai repoussoir, pour rejoindre aussi ce que tu disais, c'est le point numéro le 6, le service militaire universel. Alors qu'aujourd'hui, on a des armées qui sont des armées, tout au moins dans l'Ouest. Tout le monde le demande aussi en France, ça. Attends, là, on a mis... Tout le monde le demande. Ouais. Et puis, quand tu as un militaire gradé qui dit devant l'association des maires de France, il va falloir peut-être qu'on aille faire la guerre. On en a parlé pendant le festin, Carlos. On en a parlé dans le festin, effectivement, avec les militaires. C'est-à-dire, il faudra accepter de perdre nos enfants. Effectivement, il faudra accepter de perdre. T'avais des parents qui avaient peur et t'as des gamins qui disaient, moi je veux pas y aller, Donc, très clairement, cette question-là de service militaire universel, elle est importante. Parce que c'est aller contre cette logique d'armée de métier, si on peut dire. Et c'est à la fois le fait de militariser et de marquer, si on peut dire militairement, toute une société, ce qui était le cas avant quand tu faisais tes 3 jours et puis éventuellement tu rentrais dans l'armée. Mais c'est ce qui est le cas, par exemple, dans la société israélienne. Tout le monde fait l'armée à partir de 18 ans et tu y fais 2 ans, 3 ans et tu es mobilisable et ainsi de suite. Et on te demande pas ton avis. Et chaque personne est un militaire. Donc il y a cette dimension-là, ce que je veux dire derrière, qui est cette dimension un peu de mobiliser une société autour de l'élément militaire qui correspond au produit que vend Palantir. On en revient au côté business. Mais avec cette dimension-là il faut se battre. Et ce que tu disais tout à l'heure, Valérand, il faut qu'on défende tous le château. Mais ça qui est flippant, c'est que ça reste un vendeur d'armes entre guillemets. Et encore, qu'est-ce que veut un vendeur d'armes? Il veut la guerre. Merci Valérand. Le terme c'est vendeur d'armes.
C'est Tout un à mec fait. qui est un vendeur d'armes, veut la guerre. Et moi, c'est en ça que je trouve qu'il est flippant, ce gars. Et encore une Mais- fois, ça n'enlève pas la prouesse technologique qu'est Palantir et le brio du mec Et- dans son cerveau. C'est juste qu'un mec qui vend des armes veut la guerre. Et moi, ça me saoule que on donne autant de pouvoir et on concentre autant de légitimité dans les mains d'un type dont l'objectif est que ça se tape dessus pour vendre plus. Et ça, c'est un truc qui me fait flipper. Et de ce point de vue-là, je préfère les iPhones et les pubs Angry Birds, tu vois. Mais après, Valéran, pour le coup, c'est plutôt dans l'autre sens que ça va. Hein. C'est parce qu'on se tape dessus qu'Alex Karp est devenu, avec Palantir, aussi important. C'est parce qu'on a aussi du terrorisme et qu'on a besoin, bon, je vais pas rentrer dans ce débat, mais qu'on a besoin de contrôler la population, n'est-ce pas, et de la surveiller pour trouver les méchants terroristes. C'est parce qu'on a ce besoin-là, finalement, qu'on a des entreprises comme Palantir. Maintenant, Et c'est la rhétorique de Ah, Emmanuel Macron, hein, je suis désolé, hein, il dit exactement la même chose. eh ben, Emmanuel c'est Macron. ça, et c'est ça que je voulais C'est dire bien, aussi, c'est parce que c'est la que société demande de la sécurité. Et parce Mais que la toute sécurité société et parce que déjà, demande mais en plus de la les sociétés vieillissent. Et plus tu vieillis, plus tu veux de la sécurité. Et donc tu as cette dimension-là Attends, d'appuyer là-dessus. les parents, avec les scandales qu'il y a eu avec le périscolaire dans Paris, je peux t'assurer que t'as pas besoin d'être vieux pour vouloir de la sécurité. Je comprends, mais je veux dire, traditionnellement, si on peut dire, plus tu vieillis, plus tu veux de la sécurité. Effectivement, tu as raison, maintenant, c'est en train de s'étendre ailleurs. Mais pour revenir à notre point, tu disais, effectivement, Jérémy, parce qu'il faut pas se rappeler qu'ils vendent des produits pour l'armée, mais pas que. Le NHS, en Angleterre, Oui, c'est absolument, pas pour faire la guerre, hein. Donc, il y a toute cette dimension-là aussi qu'il faut avoir en tête. Mais là où, par contre, il y a un point très intéressant et sur lequel je le rejoins, attention, c'est le 5. Le point 5 qui dit « La question n'est pas de savoir si les armes autonomes pilotées par l'intelligence artificielle seront construites, la question est de savoir qui va les construire. » C'est ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est ce qui se passe actuellement, et là où je le rejoins, c'est qu'il n'a pas tort. Il y a personne qui va attendre ça, et la question qu'on peut se poser, c'est par exemple un producteur d'armes, prenons la France, deuxième exportateur d'armes au monde. Est-ce que la France va se cacher derrière des pudeurs de gazelle pour dire non mais nous Palantir machin et tout. La France réfléchit logiquement. Je ne peux pas croire autrement que l'état-major réfléchit déjà à savoir ces armes-là et comment l'IA sont Oui, utilisées, mais nous, etc. on va habiller ça autrement. On va pas dire que c'est parce que la France est la meilleure civilisation et la meilleure cuisine. Ce qu'on va dire, c'est oui, mais on le fait. Alors la cuisine, pour le coup, on a raison. Je sais pas dans quel point du manifeste, Merci. je sais pas de Merci, si code Jérémy. carnet on pourra le mettre. Mais la cuisine, ça c'est vrai qu'on a toujours raison là-dessus. Mais fondamentalement, c'est vrai qu'il y a une énorme hypocrisie parce qu'en réalité, l'Amérique impériale a toujours existé. C'est juste que Karp, il veut sa place autour de la table des grands, quoi, c'est tout. Et puis au-delà de ça, oui, nous, on est le deuxième exportateur. Peut-être pas. Bon, on va dire qu'on est le Peut-être deuxième. au deuxième On ou est troisième. si- Enfin, Mais, on est mais en le tout deuxième, état ouais. de cause, c'est vrai que nous, on le fera au nom de la démocratie. Voilà, c'est ça Ah mais qu'on non va mais dire. Jérémy, parfois on le fait au nom de rien et on essaie de juste le planquer. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez des ventes d'armes quand en on Arabie planque, quoi. Saoudite, les ventes d'armes en Arabie Saoudite vers 2015, si je dis pas de conneries, ou peut-être un peu après, ou qu'on a essayé de planquer parce qu'en fait ça servait à bombarder le Yémen, en fait tout simplement. Et qu'il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été mobilisés là-dessus. Je salue mon ami Baptiste Desmontiers qui était mobilisé là-dessus aussi. Et où en fait le gouvernement a bégayé parce qu'il faisait des grands discours sur la démocratie, la paix et la sécurité. Et après d'ailleurs on est en mode. Et du coup vous pensez quoi des armes françaises qui butent des Yéménites ? Je m'en fous. Alors qu'on est bien con, si les Européens avaient acheté des avions à Dassault, et ben on se retrouvait pas avec des F-35 que les Américains peuvent débrayer On en a pas sans donner la d'F-35. clé, Par la clé pour le exemple. démarrer. Je te Mais- jure. Ah oui, les Européens, oui, mais bon. Mais les Allemands préféreront allez être voir dans le le style des festin, Américains. ne revenons pas là-dessus, quoi. Mais Non, mais il y c'est a- intéressant on a- parce que Carlo, juste moi, ce que je trouve intéressant par rapport à notre discussion, si on fait un peu de méta-analyse, c'est qu'à la base, on est venu pour parler de tech et de Alex Karp, et au final, on est sur une discussion qui ressemble à celle du festin sur la Ah, défense, c'est la vrai. guerre et la géopolitique. Mais parce que Non, tout mais est c'est lié. intéressant. Parce- Non, mais parce que c'est ça aujourd'hui, c'est que la tech est devenue est rentrée de plein pied dans le complexe militaro-industriel. Voilà. Et là-dessus, je te rejoins, Damien. Oui, en effet, son point sur les armes autonomes, etc. Oui, il faut malheureusement aujourd'hui, toutes les armées dans le monde un peu avancées vont vouloir s'armer de cette manière-là, et on va assister à une prolifération de ces armes autonomes. Ça, c'est sûr et certain, et notamment avec les drones. Et je pense que les modèles de Yann Lequin, les World Models, vont être avant tout utilisés
dans le secteur de la défense. Je pense que c'est pas pour rien s'il a pu lever autant d'argent aussi vite. Il y a rien qui lève autant d'argent que la guerre. Hein. Je veux dire, ça lève très facilement. Donc si tu mets guerre et IA, là, ta valo, elle explose totalement, quoi. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant ça, j'avais envie de vous parler de notre nouveau partenaire. On est super fiers de les accueillir dans Silicon Carnet. C'est Eleven Labs. Et qui mieux pour en parler que mon double numérique que j'ai créé avec Eleven Labs. Ah, salut tout le monde. C'est moi, le double numérique de Carlos. Il m'a demandé de le remplacer au pied levé pour vous parler d'Eleven Labs. Et franchement, j'ai accepté avec grand plaisir. Qui est Eleven Labs ? Eleven Labs, c'est le leader mondial de l'IA audio. Ils ont développé une technologie qui permet de créer des agents conversationnels capables de répondre au téléphone dans plus de 60 langues avec une voix incroyablement humaine. Et pour couronner le tout, leurs serveurs sont basés en Europe, ce qui garantit une sécurité optimale pour les données. Super, et comment ça marche ? C'est super simple, ça se fait en 3 étapes. D'abord, tu crées ton agent et tu choisis une voix parmi 11 000 options. Ou alors tu peux même cloner ta propre voix, comme Carlos l'a fait avec moi. Ensuite, tu connectes ta base de connaissances, c'est-à-dire tes documents et tes process internes. Et pour finir, tu définis les missions que tu veux lui confier. C'est vraiment bluffant, toutes les possibilités. Écoute, c'est absolument génial. Et tu sais ce qu'on va faire ? Eh bien, on va proposer aux éditeurs de continuer la conversation avec toi. Je vais mettre le lien dans la description. Ils vont pouvoir aller sur cette page, poser leurs questions directement sur Eleven Labs Agents pour en savoir plus sur Silicon Carnet et leurs solutions. Qu'est-ce que tu en penses ? Excellente idée, Carlos. Je suis prêt à discuter avec eux et à répondre à toutes leurs questions sur Eleven Labs Agents. Pas de problème. Allez, retour à ton épisode et rendez-vous sur Eleven Labs. Et puis, il y a juste pour finir, peut-être pour conclure, il y a un dernier point aussi pour finir. Parlons de la France en particulier, mais même de l'Europe. C'est qu'en fait, là où il y a un truc intéressant dans ce qui est écrit dans ces 22 points, c'est qu'on le disait tout à l'heure, c'est d'une froideur et d'une lucidité peut-être aussi assez froide, même si on n'est pas d'accord. C'est le fait que nos sociétés aujourd'hui, et on parlait d'hypocrisie tout à l'heure, hypocrisie de Carpe peut-être, mais hypocrisie de nos propres sociétés. Nous sommes dans des sociétés de surveillance, qu'on le veuille ou non. On le sait déjà. Les outils sont utilisés, mais il y a déjà des éléments de surveillance depuis très longtemps. Si mon ami Fabrice Epelbon était là, il vous en ferait une litanie. Le fait est que on est déjà dans ces sociétés-là qui sont présentes, mais bien sûr pour notre protection et notre sécurité, bien entendu. Mais on pourrait pas être loin de la société panoptique. D'ailleurs, c'est encore plus poussé en Asie du Sud-Est. Faut pas se cacher. En Corée du Sud, au Japon. En Corée du Nord et en Chine encore plus, mais c'est déjà encore plus poussé que ce qu'on a nous en Europe. Et après, il y a quand même un point intéressant sur lequel moi j'aimerais, je suis désolé, mais insister, les gars, c'est que ça vous inspire, là où je suis ce truc. Hein. Je savais qu'il fallait choisir ça. Hein. Là où ce manifeste, jette un pavé dans la mare, c'est que on sent peut-être qu'il a lu Nietzsche, du coup, à mon avis, il l'a lu. Il y a vraiment une volonté de puissance, quoi. Quand tu lis le truc, tu te dis, ah ouais. Et peut-être que nous, ça nous inquiète parce qu'on n'est pas américain. Peut-être que toi, Carlos, du coup, ça t'inquiète moins. Mais à mon avis, quand t'es américain et que tu lis ce truc, tu peux te dire, ah ouais, quand même, on a des gars, ils sont là, ils ont une vision, ils vont y aller. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a une volonté de puissance. Et le truc, c'est que la question à se poser désormais, c'est, est-il judicieux, en tout cas en France notamment, de dépendre au sein de la DGSI, qui quand même œuvre majoritairement à sécuriser le pays, de ce logiciel. Parce que le problème avec Palantir, c'est qu'à partir du moment où tu l'utilises, ça devient quasiment le système d'exploitation, finalement, de tes services, de tes services de renseignement. C'est-à-dire que demain, si tu veux le changer, c'est très compliqué parce que tu changes pas juste un logiciel. C'est comme SAP à l'époque. Exactement. Tu changes des manières de travailler, tu dois former les équipes. C'est très complexe en réalité. Et même si aujourd'hui on a ChatVision qui est le concurrent européen, franco-européen de Palantir, on peut pas l'adopter là comme ça tout de suite, parce qu'en fait ça disrupterait tout plein de workflow, comme on dit dans les startups. Et ça c'est un vrai sujet. Et pour le coup, le seul parti que j'ai vu beaucoup communiquer dessus, c'est LFI, quoi, tu vois. Donc non, mais c'est intéressant. Mais j'ai vu qu'ils s'étaient positionnés sur Palantir et qu'ils ont cette vision pour le coup très progressive. Voilà, pour revenir à ce que tu disais, Valérian. Encore une fois, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais il y a une réflexion qui, à mon avis, est transpartisane à se faire sur. Mais il faut qu'il y ait une réflexion là-dessus. C'est une question de souveraineté technologique. Autant les questions de data ou de cloud avec le Patriot Act, le Freedom Act, MDR,
Je comprends qu'il y ait des sujets. Palantir, c'est un autre niveau de soumission, on va dire, à l'emprise américaine. C'est comme les F-35 qui peuvent pas décoller si jamais les Américains ils appuient pas sur un bouton. Je suis obligé de préciser certains trucs. D'abord, la DGSI utilise Palantir, mais elle utilise Palantir pas sur le cloud et les données sont gardées sur le territoire français. C'est utilisé de façon on-premise, donc faut faire attention à ce qu'on dit. Nos données utilisées par la DGSI ne partent pas chez Palantir. Elles restent sur le territoire français, mais on utilise effectivement l'OS. C'est une dépendance, mais s'il y a une solution et elle n'existe pas aujourd'hui équivalente, elle existera peut-être demain. Mistral travaille dessus. Il y a ChatVision. Bon, le problème, c'est qu'on est nul en naming. Palantir, putain, ça claque, quoi. C'est rock'n'roll. Ouais, mais ça, c'est le marketing des Américains. Ça, ils sont bons là-dedans. Marketing des Américains. Nous, ChatVision. Sincèrement, ChatVision, j'ai l'impression que on dirait chat roulette, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas peur. Ça fait même pas peur. Même pas peur, quoi, en fait. Parce que c'est ça ce qui, moi, je me suis pas trop exprimé là-dessus, mais. Tu voudrais Tonnerre de Brest? Mais ouais, oui, c'est pas mal ça. J'aime beaucoup Valéran Jovat. C'est pas mal. Ouais, c'est bien ça. Moi, je voulais le Richelieu, le Napoléon, d'ailleurs, plutôt que le France Libre pour le porte-avions. Je trouve ça débile. France Libre, ça fait tellement émission de télé-réalité, tu vois. Mais tu sais, c'est quand France Travail, France Titre, France Montu. Ah oui, mais en fait, putain, on met France devant chaque truc, c'est insupportable. Tu sais que c'est fait exprès, Jérémy. En fait, Macron a créé une vraie marque. France. Oui, c'est la marque. Tout est aligné là-dessus. Tout est aligné là-dessus. Mais vraiment, genre, il y a une vraie le stratégie. porte-avions. Non, mais c'est je rigole pas, c'est vrai, hein. Oui, mais c'est une vraie stratégie. C'est une vision ahistorique, quoi. Tu vois, je veux dire, on a quand même, putain, mais mais fallait l'appeler Napoléon. Non, mais ça fait peur, tu vois. Ah bah oui, t'as ton porte-avions, tu dis, putain, il fait peur. Le France Libre. Ah, les gars, il y a le France Libre qui arrive. Oh, there is the France. Le Napoléon, c'est un peu plus de gueule. Il y a le Napoléon qui débarque. Ouais, c'est vrai, effectivement, tu peux le dire comme ça, ouais. Bon, en tant qu'Américain, en tout cas, je suis d'accord avec Jérémy, ça a de la gueule. Alors, il y a aussi tout un tas d'Américains qui trouvent ça détestable et qui ne se reconnaissent pas du tout, et ça, il faut le dire aussi à la France, hein, parce qu'ils pensent que tous les Américains... Non, il y a une énorme opposition à ce manifeste ici, dans la Silicon Valley et aux US, notamment sur la côte Est, à ce manifeste. Mais c'est vrai qu'il y a une revendication de la force et il y a une revendication aussi d'une forme de puissance américaine dont les Américains ont besoin aujourd'hui face à la menace. Et ce qui me gêne, moi en tout cas, dans ce truc-là, c'est dans ce manifeste, c'est que clairement, il sépare deux camps. Il y a le nous et le eux. Oui. Il y a des cultures. Il fait pas que séparer, il hiérarchise. Et hiérarchise, bon, mais attends, mais la hiérarchisation des cultures, c'est pas lui qui l'a inventée. Elle n'est pas non plus que l'apanage du nazisme, hein, la hiérarchisation des cultures. Il faut revenir à la colonisation. Il y avait aussi une hiérarchisation des cultures. Le darwinisme a aussi été très utilisé et continue à l'être aussi pour recréer une sorte de darwinisme social même du côté du camp. Si on parlait de LFI, il y a un darwinisme social aussi. Du côté de LFI et de la gauche. Donc cette hiérarchisation des cultures, faut faire attention parce que elle est un petit peu partout. Bien sûr, hein, mais de croire t'as totalement raison, Carlos. C'est quand on dit que nous sommes des démocraties et que les autres n'en sont pas, c'est aussi une forme de hiérarchisation des cultures. Donc nous, on pratique tous la hiérarchishisation. Tout système s'estime meilleur que le système concurrent jusqu'à ce qu'il y ait une guerre et que la guerre décide de qui est le meilleur, en fait. Mais tant qu'il n'y a pas de guerre, en fait, tout le monde dit c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. La politique commence avec le nous et le eux, hein, de toute façon. Hein. Absolument. Donc voilà, est-ce que c'est une vision purement économique, commerciale? On peut se poser la question aussi, parce que pour fréquenter les Américains et notamment ces sociétés de tech, je peux vous dire que après, c'est peut-être pas très intelligent. Je suis d'accord aussi avec Jérémy là-dessus. Commercialement, je ne sais pas comment ont réagi les équipes commerciales françaises face à ce manifeste. Je suis pas certain que ce soit une super bonne nouvelle. Totalement débile. C'est totalement débile. Exactement. Non, vraiment, c'est un move pour le coup, c'est un move d'autiste, quoi. Pardon. C'est vraiment un move d'autiste. Mais il y a un côté brut de décoffrage que tu as chez certains neuroatypiques. Ça, c'est vrai. Clairement.
Mais d'un point de vue commercial, c'est pas ces mecs-là que. Mais même les réunions, j'ai vu des réunions d'actionnaires d'Alex Karp quand il te dit on va aller buter des mecs et puis voilà, j'espère que vous êtes avec nous parce que c'est ça qu'on fait. Et un côté. Vous êtes avec nous, ouais. Ok. Est-ce que tu es obligé de le dire de la sorte? Enfin, justement, même, Jérémy, on Attends, en vient... j'en profite justement pour passer le clip parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu ce clip-là. Effectivement, C'est c'est dingue. dans une réunion d'investisseurs avec des investisseurs de Wall Street. Effectivement, Alex Karp explique exactement ce que tu es en train de dire, c'est que effectivement leur métier c'est de buter des méchants, hein, des ennemis, et qu'ils le font très très bien et qu'ils aident à buter ces ennemis-là et que tout le monde devrait en être très très fier. Je vous passe l'extrait et on revient. Everyone else who's listening, we are dedicating our company. We have dedicated our company to the service of the West and the United States of America, and we're super proud of the role we play, especially in places we can't talk about. And we love our success in the U.S. and globally. Also, you know, we are doing in the United Kingdom and many other places. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world. And when it's necessary to scare enemies and on occasion kill them. Quand les gens disent que on arrête l'hypocrisie parce qu'on est très franc et tout ce qui va avec, l'hypocrisie, dans d'autres termes, c'est parfois aussi la diplomatie, c'est aussi le rapport à l'autre, c'est aussi... Donc voilà, je suis contre l'hypocrisie de manière générale, mais parfois une petite dose de... j'essaye pas d'expliquer que en fait mon but c'est de réussir à créer des armes autonomes pour buter la planète entière. Ça me paraît être une stratégie commerciale. Faut mettre un peu les formes, quoi. Hein, voilà. Faut mettre un peu les formes. On est civilisé quand même, mince, quoi. Si Amé Jérémy rentre dans la pièce et il nous insulte tous, globalement on va pas le trouver hyper sympathique. Alors que ça se fait. Même si j'ai raison. Même si j'ai raison. Ou même si je pense, tu sais. On passe au sujet d'après. On va aller très vite parce que là on est déjà à plus d'une heure. Mais je pensais pas qu'on allait faire une heure. Mais bon, je vous laisse. Ça vous a inspiré c'est passionnant. visiblement. Et je trouve mais Carlos, que il est allé prendre un café, on l'a pas vu. En fait, il a laissé son moi j'ai fermé ma gueule. J'étais en mode autopilote. Il est allé faire une partie de jeux vidéo en attendant. C'est Eleven Labs là. C'est ton avatar Eleven Labs. Ouais, voilà, je vais mettre mon avatar la prochaine fois parce que non, mais vous êtes en mode, je suis en mode autopilote. Moi, ça me va très bien. Je m'emmerde à faire des recherches et à produire tout un tas de contenu, mais ça sert strictement à rien. Mais c'est très bien. Ça nous nourrit intellectuellement, Carlos. Parfait, exactement, parfait. Ça construit notre réflexion, Carlos. Et allez sur Substack, abonnez-vous. C'est gratuit si vous voulez une partie et c'est pas grand-chose si vous voulez l'intégralité de travaux de recherche de Silicon Carnet. Et c'est très complet, c'est super intéressant. Écoute, merci. Voilà. Allez, on parle de Musk très rapidement parce que j'avais envie de parler de Musk, qui est mon ami, hein, puisqu'il retweet Silicon Carnet depuis quelques jours. T'es une star. Hier, c'est Gary bot. Tan. Non, c'est enfin, je suppose que oui, il doit y avoir des bots derrière, quoi, etc. Mais je me suis retrouvé. Je t'avoue que j'étais dimanche en train de promener ma chienne et toutes les 2 secondes j'avais une notification X. Je me disais mais attends, qu'est-ce qui se passe? Like, retweet, bidule. Je veux bien que ce soit très intéressant ce que je dis, mais quand même là, j'ai compris qu'il y avait un problème. C'est pas facile d'ailleurs d'identifier ce qui se passe. Et j'ai eu une intuition et effectivement je vais sur le compte de Elon Musk et je vois qu'il a retweeté un de mes posts. Et hier c'était Gary Tan de YC. Donc écoutez, je sais pas. Visiblement, il se passe des choses. J'ai prévenu tous les annonceurs en leur disant que le prix du sponsoring allait augmenter, bien évidemment, suite à ça. Parlons de Musk, parce que le 20 avril 2026, c'est-à-dire il y a quelques jours, on enregistre le 23, il devait se présenter devant les procureurs parisiens et il n'est pas venu. Linda Yaccarino, son ex-PDG non plus. Voilà. Et en gros, le parquet s'est retrouvé avec personne devant lui. Il a pris bonne note de l'absence des personnes convoquées. Et 2 jours plus tôt, tu avais le Wall Street Journal qui révélait une lettre explosive du département de justice américain qui explique à la France très clairement que c'est pas la peine d'attendre une quelconque coopération des États-Unis avec la France sur l'enquête que le parquet de Paris a lancé contre justement X. Et on peut peut-être revenir sur cette enquête. Damien, tu veux ramener un petit peu de contexte là-dessus sur de quoi est-ce qu'on sur cette enquête française contre X. C'est une enquête qui date de janvier 2025.
c'est ça, et en gros, on critique sur le fait que X aurait contrevenu à certains règlements, le fait que l'algorithme serait orienté politiquement et que d'autre part il y a des problèmes, on va dire, de je sais pas si on peut parler de déviance sexuelle, mais tout au moins le fait que là-dessus la plateforme est pas au carré non plus, notamment sans parler de Grok qui déshabille les filles. Bref, donc il y a plusieurs éléments comme ça qui ont fait que il y a eu la justice s'est saisie de ce sujet-là. Bon, après, on peut avoir une lecture autre, hein. Tu parlais de janvier 2025. En janvier 2026, Thierry Breton. Bonjour. Qui a mis en place le DSA, qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aujourd'hui X est traîné devant la justice, puisqu'il y a non-respect des règles du DSA. Conclusion, Thierry Breton, il peut plus rentrer aux États-Unis, hein. Il est persona non grata. Ce qui est con pour un board member de Bank of America. C'est ballot, hein, effectivement. Ouais, ouais, parce qu'il peut pas aller toucher ses tickets de présence au conseil d'administration de Bank of America, dingue, hein. puisqu'il ne peut pas se présenter à moi. Il faut se rendre compte que c'est dingue, hein. Interdire un Thierry Breton de manière arbitraire sans jugement de la cour américaine, c'est assez unique, hein. Je le dis. Ils sont 4, hein, à être interdits, dont Thierry Breton. Et donc, on voit bien quand même que, en filigrane, certains juges du se... tribunal international, oui, exactement. Donc en fait, on constate qu'en filigrane, c'est une guéguerre qui est en train de se créer entre la France et les États-Unis sur fond de persona non grata et volonté de faire respecter un règlement, donc notamment le DSA, puisque je suis allé regarder en détail, hein, le DSA, il oblige les très grandes plateformes en ligne, donc comme X d'ailleurs, de faire des modérations de contenu très très spécifiques. Facebook aussi, ils doivent retirer dans un minimum de temps, sinon il y a de très grosses amendes. Il doit y avoir la transparence des algorithmes, et c'est là qu'on en revient sur ce qui a été dit sur la manipulation, la protection des mineurs, et on en revient aussi sur le deuxième chef d'accusation, et la lutte contre la désinformation. Donc tout ça fait que, en gros, c'est donne des chefs d'accusation pour le parquet de Paris, et donc voilà, il y a une guéguerre, et quelque part, je pense aussi qu'il y a une volonté de la France dans le grand discours qu'avait porté Macron sur la défense des mineurs, sur l'âge minimum pour les réseaux sociaux. Il y a une volonté de montrer: on bobe le torse, on a des muscles et on montre que justice sera faite contre ces méchantes plateformes GAFAM. Voilà, en gros, ma lecture politique du sujet. Est-ce que je peux alors moi je vais vous donner ma lecture géopolitique, ça va me prendre 2 minutes. En fait, on est passé d'une ère à une autre. C'est-à-dire qu'avant Trump, vous aviez des élites européennes qui étaient quand même très atlantistes, et quand Trump est arrivé au pouvoir, lui et tous ceux qui le suivent, dont Musk, qui se sont dit bon, les atlantistes ont quand même tout fait pour que je sois pas réélu et ont dit plein de choses méchantes à mon sujet, donc je vais les remplacer. Donc je veux maintenant des élites en Europe qui sont toujours à la botte des États-Unis, mais qui sont de l'autre camp. Donc on va prendre des gens de droite, des souverainistes. D'ailleurs, l'AfD en Allemagne. Est-ce qu'ils sont encore souverainistes s'ils sont soumis aux Américains? C'est quand même une question intéressante à poser. Mais bah oui, quand même. Mais bon, je vais nommer personne. Mais à l'investiture de Trump, bon, il y avait quand même des gens qui sont très très pro-France, tout ça. Mais moi, j'ai rien contre les Américains. Je les adore. Mais à un moment donné, il faut aussi voir le jeu. Il faut voir le jeu des... T'inquiète, il y avait tout le monde. Hein. Le RN, ils ont pas envoyé Bardella, mais à mon avis, il devait y avoir des mecs quand même pour représenter. Mais en tout état de cause, il y avait ce grand jeu. En fait, c'est le grand jeu géopolitique, c'est que les Américains, et c'est normal, c'est la grande puissance qui aujourd'hui domine l'Europe. Donc il est logique qu'ils veuillent avoir des gens qui quelque part sont des relais d'influence ou à tout le moins des alliés dans les différents pays européens. Voilà, c'est comme ça. Barack Obama, je crois qu'il avait soutenu l'élection de Macron, justement, il avait fait une vidéo. Donc, à un moment donné, ça c'est normal. Maintenant, c'est vrai qu'on change. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec X? X, c'est vu comme une caisse de résonance, un outil finalement d'influence de la part de la sphère MAGA pour influencer finalement les élections en France et favoriser les candidats de droite, souverainistes, tout ce que vous voulez. Et en fait, la question à se poser fondamentalement, toutes ces histoires juridiques et tout, à mon avis, tout ça, c'est du bullshit. Hein. On instrumentalise des chefs d'accusation. Alors peut-être que c'est vrai, hein, mais je suis sûr que si on regarde chez les autres, on trouvera pire. Mais en tout état de cause, la question à se poser, fondamentalement, qu'on doit se demander, nous, en tant que Français, c'est le succès de certaines idées que certains considèrent de droite ou d'extrême droite sur X. Est-ce que c'est dû à une manipulation de l'algorithme, ou est-ce que c'est dû au fait que ces idées sont majoritaires ou en tout cas sont très présentes dans l'opinion? Et ça,
c'est très compliqué à distinguer en fait. Alors probablement qu'il y a des manipulations et probablement que tu as des chercheurs qui vont dire oui mais le compte de Sarah Knafo il a été poussé ou je sais pas quoi. Mais Valéran, On en a parlé, toi qui as un média pour le coup pluraliste, en tout cas c'est comme ça que tu le présentes et je pense que vous le faites assez bien. Je pense que tu le vois au quotidien dans la population quand tu invites des gens, tu vois comment ça débat. En fait, c'est très compliqué aujourd'hui et surtout quand tu es convaincu, quand tu es militant en fait d'une cause, quel que soit ton camp politique, tu as toujours l'impression d'être majoritaire parce que tu es convaincu de ton truc, tu vois. Et le problème c'est qu'une fois que tu vas sur X, ça tire à balles réelles, c'est-à-dire que tu confrontes tes idées et les gens te confrontent de manière mais ultra violente. Et donc si en effet tu as des certitudes, quel que soit ton camp politique, c'est vrai qu'une fois que tu vas sur X, tu peux perdre tes certitudes, tu peux ressentir une forme de violence, peut-être même de dépression face à certains raids et parfois certains suppriment les commentaires et les réponses. Mais en tout état de cause, voilà, là on a bientôt des élections en France. Bah voilà, le calendrier il est accéléré, on sait pourquoi. Hein. Je pense qu'il y a toujours des victimes de viol qui attendent leur procès. Hein. Par contre, pour Musk, c'est vrai que ça va aller très vite. Mais en l'occurrence, il y a ce calendrier. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des élections. Et aujourd'hui, il y a une panique au niveau de l'Élysée, c'est-à-dire que d'un côté, bon, il y a le camp évidemment politique de Macron qui est de se dire oh là là, on va perdre le pouvoir, mais de l'autre côté, tu as aussi une crainte dans les services de l'État, donc des gens qui sont a priori neutres, de se dire mais ce réseau va influencer l'élection. Et en fait, on n'a aucun moyen de comprendre, de contrôler, ni même de comprendre l'impact, tu vois. Parce que c'est pas parce qu'un tweet à la con a fait 1 million de vues qui va vraiment convaincre 1 million de personnes. Peut-être que t'as 1 million de gens qui vont regarder le truc en disant mais c'est de la merde. Mais tu vois, donc c'est compliqué. Et aujourd'hui, on n'a pas les outils de mesure. Qui a été retweeté par Elon Musk. Hein. J'ai fait 1 600 000 vues. J'ai pas eu 1 600 000 nouveaux subscribers sur mon compte Silicon Carnet. Mais justement, mais en fait, il y a plein de trucs que tu as dit avec lesquels je suis d'accord, Jérémy, et 2-3 pas, mais je vais revenir dessus. Déjà, la première chose, je pense à dire, c'est que je pense que la stratégie de Trump, de Musk, de tout leur camp est complètement stupide dans leurs intérêts. Et je pense qu'elle se résume avec le discours de J.D. Vance à Munich il y a 1 an et demi, où en gros il avait dit l'Europe est décadente et on va vous faire filer droit, quoi, en gros. Et pour moi, ce moment-là, c'est le moment où ils ont entamé leur plus grosse bêtise géopolitique avec l'Europe depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils avaient une Europe qui était, entre guillemets, contre le camp Trump, mais une fois qu'ils sont fait... qui était fragmenté, mais qui était globalement, on va dire, un peu contre Trump. Et au lieu de dire bon an, mal an, on va faire du business avec tout le monde parce que the art of the deal, ils ont dit, ah ouais, vous nous aimez pas, allez vous faire foutre, on va vous fumer. Ce qui est complètement con parce que ça oblige justement... Et ils ont perdu leur soft power. Absolument. Et ça a fédéré les Européens pour une fois en plus. Et ça a fédéré les Européens et ça fait que même des Mélanie qui étaient plutôt enclins à être un peu une interlocutrice pour Trump est aujourd'hui complètement dans le sillon de Macron, de Merch et de toute la clique. A raison, si vous voulez mon avis, par rapport à ses propres intérêts à elle. Donc, pour moi, stratégie loupée. Deuxième sujet, la manipulation des algorithmes. Moi, je pense qu'elle est réelle sur X, mais je pense qu'elle est réelle partout, en fonction du vent, en fonction des sujets, en fonction des intérêts business, parce que c'est pas du tout que des intérêts idéologiques. Tu crois qu'elle est pas réelle dans les médias traditionnels, à la télévision? Mais elle l'est complètement, hein. Moi, je dis pas autre chose. C'est juste que l'idée de croire qu'elle n'est que manipulée pour des intérêts politiques est erronée. Elle est y compris manipulée pour des intérêts business. Donc c'est-à-dire que là, on parle de, en gros, on va dire Musk qui se met en avant ou il met en avant l'extrême droite, mais en fait, il va mettre en avant potentiellement beaucoup d'autres choses qui sont plutôt des enjeux business. Mettre en avant SpaceX au moment de l'IPO, par exemple. Ah, bien sûr, tu regardes son flux, il y a autant de trucs sur ses business que sur la politique. Et le dernier point, moi je suis justement pas d'accord avec toi, Jérémy, c'est le seul point où je suis vraiment pas d'accord avec toi, c'est le fait que tout le monde se croit majoritaire en tant que militant. Moi je pense que c'est précisément l'inverse. Et c'est ça qui fait que les gens gueulent aussi fort. C'est qu'en fait, t'as toujours l'impression que le camp d'en face est le camp dominant. T'écoutes l'extrême droite, elles vont t'expliquer que c'est la gauche qui domine par le service public, par les institutions, par tout ce qui va avec. T'écoutes la gauche, t'es en mode, en fait, nous, on se prend une vague Bolloré dans la gueule. Et donc, en fait, ils ont toujours l'impression que c'est l'autre camp qui est le dominant et que c'est nous, les pauvres petites victimes. Et c'est ça, justement, qui mène à de plus en plus d'affrontements. C'est qu'on a toujours cette idée que les réseaux sociaux nous créent une bulle de gens avec lesquels on est d'accord. Mais ça fait pas seulement ça. Ça nous montre aussi le pire de ce qu'on déteste. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux stimulent nos opinions les plus fortes. Le soutien absolu ou la détestation totale. Ce qui fait que tu n'as jamais les gens comme toi qui sont complètement cons ou les gens à l'inverse de toi qui sont intelligents.
Ce qui fait que t'as une vision distordue de la réalité. J'ai des ennemis très très cons et j'ai des alliés très très intelligents. Et tout le monde a cette grille de lecture-là. Et donc en fait, t'es toujours en train d'attaquer l'autre parce que t'es toujours en train d'estimer que de toute façon, à la fin de la journée, le con d'en face est con et le tien est intelligent. T'as déjà eu à l'époque ce qu'on appelait de l'astroturfing. Et ça a été super bien renseigné par plein de chercheurs, vraiment, et pas des trucs obscurs, des trucs très clairs. Explique ce que c'est peut-être pour les gens. Tout à fait. L'astroturfing, en gros, c'est quoi? C'est le fait que tu vas faire monter une opinion en poussant celle-ci par des comptes qui sont liés entre eux, qui sont des comptes dormants ou des comptes minoritaires, mais qui vont à un moment vont pousser de l'actu, vont pousser quelque chose, et tu vas avoir l'impression que ça devient le sujet. Donc ça devient le sujet tendance et ça devient le sujet du moment. Alors des fois, ça pouvait être, les politiques font ça très bien, et d'ailleurs tu as dans chaque parti politique LFI, mais tu en as aussi ailleurs, RN et ailleurs, partout. Tu as des cellules qui justement sont là pour pousser au bon moment les messages de chacun. Et puis tu as aussi des ingérences politiques, par exemple les Russes, qui à l'époque rigolaient pas des puces de lit avec les histoires qu'il y a pu avoir en France, qui était une vraie histoire au début, un vrai fait divers. J'ai toujours pas compris l'intérêt des Russes avec l'histoire des puces de lit, faut qu'on m'explique. Foutre le bordel, la peur. Mais quel bordel, Paris c'est insalubre, on est au courant, hein. Ouais. Non mais franchement, la dernière fois j'ai vu un rat, il faisait cette taille. Tu me parles de puce de lit. Ratatouille. Ouais. Non mais ou alors faut être russe pour penser que ça va choquer les Français, c'est possible. Mais non mais on est dans Jurassic Park les gars. Vous allez au Champ de Mars, c'est Jurassic Park. Franchement, vous pouvez vous faire attaquer et rançonner par des rats quoi. Des punaises de lit. Bon, d'accord, allez, admettons. Non, mais tu sais que les punaises de lit, c'est un truc qui existe depuis la préhistoire et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Bon, je ferme la parenthèse. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'on stigmatise les punaises de lit, qu'on leur foute la paix, merde. Putain. Bah voilà, t'es dans le relativisme, t'es dans le pluralisme et le relativisme que dénonçait Alex Karp, Carlos. Absolument, merde. Non mais Damien, t'as totalement raison de parler d'astroturfing parce qu'en fait les gens se rendent pas compte qu'il y a des sujets qui pop en top tweet, qui vont faire des unes de médias, qui à la base n'ont aucune base réelle de soutien et qui sont juste manipulés par des bots. Et ça n'est pas directement l'algorithme de X ou d'Instagram ou de d'autres réseaux. Ça utilise la mécanique. Ça reste une manipulation d'algorithme qui passe totalement sous les radars et c'est important de le dire. Tous les partis politiques le font. Tous les font. Et donc, en fait, ça nous fait une belle jambe, quoi. Chacun manipule son truc. Et quand la centrale manipule, on dit, ah, tu manipules. Tout le monde manipule. Et après, derrière, je pense qu'il y a un dernier aspect que moi je vais aborder sur le truc de X, qui est que je pense qu'il va y avoir du coup un vrai débat qui est quel degré, on va dire, d'intervention dans les algorithmes, dans les réseaux sociaux on tolère et quelles sanctions on est prêt à mettre. Parce que moi, je suis convaincu que la France n'aura pas le courage d'interdire X comme le Brésil l'avait fait. Ouais, mais en fait, le DSA, ça reste quand même une architecture juridique que n'importe quelle idéologie peut se plaquer dessus, en vrai. Il y a plein de sujets qui sont différents en fonction de l'interprétation politique. Oui, mais il y a des règles pour pouvoir mettre des montants d'amende, par exemple. Oui, ça, il y a des montants. Service. Ouais, mais tu vois, c'est comme certains... Vous pensez qu'ils vont débrayer X en France? Non, moi j'y crois pas, mais par contre, il y a un vrai sujet. Moi j'adore X et j'utilise Grok, et Elon Musk est un visionnaire. Pour déshabiller Carlos? Pour le mettre en tutu, hein, voilà, par exemple, il a l'air d'aimer ça. Mais je montre les images, bande d'enfoirés, quoi. En fait, t'es obligé maintenant, voilà, ça y est. Ah, là, t'es obligé, t'es obligé. Mais oui, mais il y a quand même un point malgré tout. Et moi, j'avoue, j'ai pas de religion là-dessus, sans faire le mauvais jeu de mots, mais c'est vrai que X, ça reste quand même une part assez conséquente de notre espace public et informationnel, et on le maîtrise pas, quoi. Ça, c'est vrai, par contre. Et ça, c'est une vraie question. Maintenant, est-ce qu'il faut que l'État maîtrise nécessairement son espace informationnel? Ça aussi, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut que l'État contrôle finalement la façon dont les idées circulent dans une population? J'ai une autre question pour vous aussi, c'est que à quel moment, quand on va sur X, on sait que c'est une plateforme américaine, on sait aussi que c'est une plateforme qui est aux mains de Elon Musk, et on connaît les idées de Elon Musk et l'opinion d'Elon Musk sur tout un tas de sujets. Là, moi, la question que je me pose, c'est, ok, je comprends que cette plateforme, elle agit sur le territoire français. À quel moment est-ce que l'État français est légitime pour dire que les conditions générales d'utilisation de X ne prévalent pas
sur la loi française? C'est à partir du premier Français ou c'est à partir de un pourcentage d'utilisateurs de X parce que en préparant cette émission, on en parlait un petit peu. Non, c'est l'utilisation, c'est la localisation. Je te donne la loi, elle est très simple. Je pose la question. C'est pas le lieu où est le siège social, c'est le lieu où sont les utilisateurs. Point. Ok. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux, Carlos? Voilà. Donc, il suffirait qu'il y ait un Afghanistan sur la plateforme de X pour que tout d'un coup la charia s'applique. Pour moi, c'est pas ça la question. C'est Non, le côté, c'est le sujet, c'est en fait le débat en France, il est complètement vicié par notre vision des réseaux sociaux et même du capitalisme et du marché. X, ça fonctionne. La vérité, c'est que demain, si tu supprimes X, on n'aura pas d'équivalent français parce que t'as pas un Français qui est capable de créer un réseau social qui, malgré tout, où la liberté d'expression est vraiment importante. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y aura pas d'alternative française ou européenne aux réseaux sociaux, tout simplement parce que le marché ne l'a pas décidé. Mais parce que le marché, il est empêché. Il est empêché, le marché. Si demain, tu fais un réseau social français en France, avec ton siège social en France, d'accord, et tu te dis, OK, je vais faire de la liberté d'expression. Tu vas voir que... Tu vas en tôle. Ah bah c'est ça en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir des contrôles fiscaux, tu vas avoir des petits problèmes, voilà, il y a un pédophile qui va se retrouver sur ton réseau social, on va dire bah du coup c'est toi le responsable. Allez hop, toi tu vas en tôle, par contre le pédophile on va le laisser tranquille, tu vois. Non parce que c'est intéressant parce que Pavel Durov par exemple, il a été dans les chefs d'accusation, il y avait diffusion de contenu pédopornographique. Est-ce qu'on a retrouvé ceux qui diffusaient? Oui. Non, mais moi je veux bien qu'on attaque Pavel Durov, mais est-ce qu'on pourrait se concentrer sur ceux qui diffusaient ce contenu? Mais attends. Non, mais ce que la justice disait, c'est que justement Telegram ne coopérait pas suffisamment pour permettre d'identifier alors que regarde, ces pédophiles. Mais lorsqu'il y a eu les histoires de... Mais effectivement, c'est Pavel Durov qu'on a foutu en tôle. Je suis d'accord avec toi. Avant d'avoir mis en tôle les pédophiles en question. Mais Jérémy, soit en passant, si on parle de X, X en France a des bureaux. Et X fait de la modération en France, contrairement à ce qu'on dit, contrairement à la légende urbaine comme quoi il y a plus de modérateurs, etc., etc. Il y a une modération algorithmique, mais ils font de la modération, sur les, de par le fait qu'ils ont la loi, qui les oblige mais pas assez parce que, je sais pas, peut-être que les tweets de Macron sont pas assez visibles. Moi, j'en sais rien, mais en fait, on peut se poser la question, c'est-à-dire que c'est quoi le curseur? C'est ça que j'aimerais. À chaque fois, on parle de manipulation des algorithmes. Est-ce qu'on peut nous donner les preuves techniques? Dernier sujet, et je profite de la présence Est-ce que tu veux faire le dernier parce que moi je suis un peu en... Non, mais on fait une brève. Jérémy l'a dit, il avait des trucs super mais c'est à cause de Damien, il a trop parlé. Damien, de toute façon, il sera coupé au montage. Mais non, mais on fait juste très rapidement, on fait une brève sur le dernier point et je profite de la présence de Jérémy. Très rapidement, le 15 avril, il s'est passé un truc. L'Agence nationale des titres sécurisés, c'est eux qui gèrent nos passeports, nos cartes d'identité et nos permis de conduire, s'est fait pirater. C'est confirmé par le ministère de l'Intérieur. Je voulais juste profiter de la présence de Jérémy. Risque Intel Média, c'est votre sujet. On est au cœur de votre truc. C'est voilà. Non pas que tu nous parles de la news, on s'en fout. Et regardez BFM si vous voulez des news. Quoi, en fait, allez sur BFM. Ils le font très bien. Ils poussent de la news, quoi, en fait. Non, mais ils le font très bien, c'est super. Allumez des BFM, je suis sûr que BFM Business et Tech & Co, je sais pas quoi, va vous expliquer ça très bien. Moi, ce que je veux, Jérémy, c'est que tu nous expliques c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe. On s'est fait niquer la gueule, encore une fois. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il faut qu'on ait peur? Ou qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça, quoi. Je veux que tu me donnes ton opinion sur ce truc. La première chose à savoir, en fait, il y a plusieurs éléments que nous on a analysés. Le premier point, c'est qu'on n'est pas sur une cyberattaque très complexe, parce qu'on pourrait se dire, oulala, c'est un service de l'État, le hacker, ça devait être un génie ou je sais pas quoi. En fait, non. A priori, il y avait une faille au niveau de l'API du site de la NTS qui a permis en fait aux pirates, en l'occurrence, de se faire passer pour un compte légitime, j'ai envie de dire, et récupérer les infos. Ensuite, il a automatisé ça, et ça lui a permis de récupérer les infos de millions de comptes. On est sur des informations qui sont l'état civil, ton identifiant. Alors, ils disent pas le mot de passe, mais à mon avis, si vous utilisez le même mail et le même mot de passe ailleurs, changez vite,
Mettez la double authentification. Faites très attention aux arnaques qui vont venir du style cliquez sur ce lien, vous avez un renouvellement de passeport en cours. Ça, par exemple, ils ont cette info. Vote pour accéder, je sais pas moi, compléter votre renouvellement de passeport et cliquez sur ce lien. Et hop, tu te retrouves avec un lien malveillant ou tu télécharges un virus ou quoi que ce soit. Ça, c'est le genre de truc qu'il va y avoir. Bon, voilà, ça c'est pour la news. Maintenant, la question à se poser, c'est en effet comment ça se fait que la France est numéro 1 des fuites de données en Europe. C'est pas la première. C'est pas la première, ce sera clairement pas la dernière. Et en fait, ça pose une question parce que d'un côté, tu as les entreprises, tu as pu avoir Free, Boulanger, Cultura, etc., qui se font avoir souvent parce que elles ont le même prestataire, le prestataire se fait péter et en fait, ça pète tout le monde. Là, la question avec l'État et les services de l'État, c'est mais comment se fait-il que toutes les données soient au même endroit? Par exemple, le fichier Ficoba, il n'y avait pas de segmentation a priori, c'est-à-dire que celui qui avait accès au fichier pouvait avoir accès à n'importe quel fichier. Donc ça, c'est un problème. Normalement, tu fais une segmentation quand tu es dans une entreprise, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Donc déjà, ça, c'est un premier sujet. Donc on est nul. On est nul en cybersécurité en France. En fait, moi, j'irais pas jusque là parce que comment te dire, il y a des experts en cybersécurité. Peut-être qu'il y a un manque de budget, peut-être que il y a eu des failles, etc. Ça, c'est toujours compliqué de le dire. Il faut voir les choses au cas par cas. En revanche, il n'y a pas de risque zéro en cybersécurité. Donc, comment se fait-il que l'État continue de demander à ses citoyens de centraliser toujours plus d'informations au même endroit? T'as par exemple pour les détenteurs de crypto-monnaies, il va falloir qu'ils déclarent leur portefeuille crypto. Est-ce que tous les ans, justement, et quelle que soit la valeur, c'est-à-dire que c'est comme si tu devais le montant de crypto que tu as et avec le piratage ton adresse, donc on pourra venir te kidnapper en bas de chez toi. Potentiellement, si cette base de données la fuite, est-ce qu'il y a de la segmentation derrière? Avec la vérification, la généralisation de la vérification d'âge pour aller sur les réseaux sociaux. On va centraliser dans quelques points, finalement, les identités numériques, les passeports, etc., pièces d'identité de millions de Français. Donc, ça veut dire qu'au même endroit, on va se retrouver avec les mêmes données. Et ça, c'est une décision de l'État. C'est une loi. Et en fait, c'est ça, moi, qui me dérange. C'est que on sait très bien que le risque zéro n'existe pas. Mais d'un autre côté, on a tout un ensemble de chantiers qui poussent, finalement, les Français à se dénoncer quelque part, à dévoiler leurs données, et à les mettre au même endroit. Et moi, ce que je dis, et c'est notre position, c'est que à un moment donné, il faut d'abord que l'État garantisse la sécurité avant nous de nous demander, de nous déclarer, de nous contrôler, etc. Parce que il y a eu des kidnappings, il y a eu des vols de données, et on en aura d'autres. Et l'application, la fameuse application de vérification d'âge, je finis là-dessus, de l'Union européenne, elle s'est fait hacker en 2 jours. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on est résilient. Est-ce qu'on veut une société résiliente ou est-ce qu'on veut une société du contrôle? Et à mon avis, on peut pas avoir les deux. Justement, sur la résilience, il y a un élément qui est derrière ça, c'est que, alors je parle bien des administrations françaises. Elles doivent suivre des certifications, notamment avec l'ANSSI, qui en gros est l'autorité qui fait la sécurité, et elles doivent se conformer à ce qu'on appelle, vous m'excusez, je vais rentrer 30 secondes dans le technique, un truc qui s'appelle NIS 2, pour vous la faire très court, NIS 2. Non, c'est pas encore appliqué. C'est important. Carlos, ouais, mais NIS 2, c'est pas encore appliqué, Damien. Non, mais justement. Bon, après, il y a d'autres référentiels, Il y a d'autres référentiels. Elle se vante de ça. Communiqué de septembre 2025 de l'ANTS en tant qu'opérateur du ministère de l'Intérieur, manipulant des données sensibles, donc ils reconnaissent qu'ils manipulent des données sensibles, l'ANTS fait l'objet de mesures de sécurité renforcées et d'une vigilance permanente des services de l'État contre toute intrusion physique ça s'appelle ou informatique. Du marketing de réassurance. Non, mais 6 mois plus tard, Carlos, derrière, la réalité derrière Carlos, j'ai un peu investigué, je posais 2-3 questions à des gens que je connais. La réalité est qu'aujourd'hui, les services de l'État font quand on leur dit de faire. Et NIS 2, qui est, pour faire simple, une mise à niveau de la sécurité avec de la résilience notamment, des services de l'État n'est pas passé pour des raisons politiques. En gros, l'agenda politique fait que ce qui aurait dû être mis en place est repoussé depuis 1 an. Eh bien, si c'est pas mis en place, les services de l'État ne mettent pas en place ce qu'il faut derrière. Alors, ce que tu viens de dire, c'est une vision, c'est une envie, c'est du marketing de la réassurance. Ah non, mais c'est du présent, c'est pas du futur. On est à poil vis-à-vis de systèmes d'attaque qui deviennent de plus en plus forts. Damien, arrête, c'est de l'hypocrisie, c'est du dormez bien les petits, qu'en fait, tout ce que je viens de dire est au présent de l'indicatif. Je suis un littéraire, le temps des verbes compte. Je suis d'accord avec toi, Carlos. Je vais dans ton sens. On n'est pas en train de dire fera ou demain dans le futur avec Nice 2 ou machin, je sais pas quoi. Et suite aux attaques, le ministère a le culot d'écrire aucune intervention n'est attendue de la part des usagers
Nous leur recommandons cependant de faire preuve de la plus grande vigilance. En gros, ok, on a fait une boulette et démerdez-vous avec les conséquences. Mais Carlos, et c'est Carlos, ça ce qu'on est en train de dire. Attends, excuse-moi, le discours que tu viens de donner là, c'est copier-coller le discours que toutes les boîtes ont, privé ou public. Boulanger qui se fait poney. J'ai reçu un mail. Alors on est désolé. Hein, non, ça commence par la sécurité des données est notre priorité. Oui, bon, mais t'es pas obligé, Damien, tu n'es pas obligé de mettre tes données chez Boulanger. Quand c'est l'État qui t'oblige. Quand c'est l'État qui t'oblige à foutre tes données au même endroit, c'est un scandale. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être abonné free. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que l'État ne peut pas réagir en communiquant comme une entreprise privée. En plus de ça, il a un rôle de protection. Putain, mais c'est l'un des premiers rôles de l'État. Jérémy, tu as raison. Le régalien. Je suis d'accord avec toi. Et je suis d'accord avec Carlos, en fait, les gars. Je suis pas énervé contre toi, hein. Mais calmez-vous, Cara. C'est très calme. Dans le discours, c'est petit 1. Je suis contre l'idée de dire qu'on puisse avoir autant de légèreté dans le discours. Ce que tu disais, Carlos. Et parce que quand je vois quelque chose qui ressemble à un discours qu'une boîte commerciale pourrait avoir, je comprends pas. Ça, c'est le petit 1. Et petit 2, tu as entièrement raison, Jérémy. L'État régalien qui est censé nous défendre, si je puis dire, et effectivement être le garant de nos libertés par le fait de la sécurité de nos données, s'il n'est pas foutu d'effectivement de mettre à niveau ce qu'il faut et faire en sorte d'attendre une directive pour faire en sorte qu'on fera le travail, c'est pas normal. Allez, il faut que Valorant s'en aille. Donc on finit. Moi je dis là-dessus, c'est que le problème, c'est que on le sait très bien, c'est qu'il n'y aura absolument aucune sanction. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, nous on n'a pas le choix. Si tu veux un passeport, t'es obligé de passer par la NTS. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrent à la NTS. Il n'y a pas de sanction de marché. Il y aura pas de rapport de l'inspection générale. Et il y aura que des promesses de renforcement de sécurité. Et c'est bien dommage. Et ça fait chier. Bon voilà, c'est la fin de cet épisode. On reviendra certainement sur ce sujet parce que c'est pas la dernière attaque qu'on aura certainement. C'est pas la dernière attaque, ouais, c'est sûr. Exactement. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Silicon Carnet. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Bye bye, hasta luego amigos. Ciao.